Tu es la femme la plus inutile que j'ai jamais connue. » Ces mots ont tranché le rire du matin de Noël comme une lame. Je me suis levée de la table, j'ai regardé Léa droit dans les yeux et j'ai dit « Alors, arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent. » Ce qu'elle a fait ensuite m'a obligée à composer le 17 en quelques minutes. Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Cette histoire devient bien plus intense et j'aimerais vraiment connaître vos réactions. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment ce matin de Noël est devenu le jour qui a tout changé. Je m'appelle Jeanne Blanc, mais tout le monde m'appelle Jeanne. À 67 ans, je pensais avoir vu tous les types de drames familiaux possibles. Je me trompais. L'invitation est arrivée 3 semaines avant Noël, un mardi après-midi, alors que je faisais du bénévolat à la médiathèque de Lyon. Mon téléphone a vibré avec un message de Léa. Ma belle-fille. Thomas et moi aimerions t'avoir pour Noël cette année? Les enfants n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Après 2 ans d'excuses de plus en plus minces sur le fait de garder les choses simples et de ne faire que la famille proche, cette invitation ressemblait à un dégel soudain après un très long hiver. « Est-ce que ça va, Jeanne ?» m'a demandé Sophie, ma collègue bénévole. Elle avait été témoin de première main de la détérioration de ma relation avec la famille de Thomas depuis que Léa était entrée dans le tableau. « Je crois que oui, » ai-je répondu en fixant le message. « Léa vient de m'inviter pour Noël ?» Les sourcils de Sophie se sont levés. « Vraiment ?» ?»« C'est inattendu. » C'était plus qu'inattendu. C'était suspect. Mais l'espoir est une chose puissante, surtout quand il s'agit de la famille. Et mes petits-enfants me manquaient désespérément. Étienne avait maintenant 16 ans, devenant un jeune homme réfléchi avec les yeux doux de son père. Et Zoé, à 14 ans, s'épanouissait en une jeune femme confiante, avec une passion pour l'art qui correspondait à la mienne au même âge. J'avais manqué des étapes importantes, des anniversaires, des moments ordinaires, tous ces fils précieux qui tissent une grand-mère dans la vie de ses petits-enfants. J'ai répondu immédiatement par texto. « J'adorerais venir. Qu'est-ce que je peux apporter ?» La réponse de Léa est arrivée étrangement vite. « Juste toi-même. On a tout ce qu'il faut. » Cela ne lui ressemblait pas. Par le passé, elle m'avait toujours assigné quelque chose à apporter, pour ensuite le critiquer à mon arrivée. La dernière Toussaint, avant que les invitations ne cessent complètement, elle m'avait demandé d'apporter des petits pains, puis avait fait remarquer que ceux du boulanger auraient été moins compliqués. Quand j'ai appelé Thomas ce soir-là pour confirmer les plans, il semblait sincèrement content. « Maman, c'est génial. Les enfants vont être tellement excités. »« C'était ton idée ou celle de Léa ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton léger. Une légère pause. « Est-ce que ça a de l'importance? On veut tous les deux que tu viennes. » Cette pause m'a tout dit. Thomas avait toujours été un piètre menteur. Même enfant, Léa avait initié cette invitation, et pour une raison quelconque, cela me mettait mal à l'aise. Je pensais faire ma tarte aux pommes, ai-je avancé. Étienne l'a toujours adorée. Ce serait merveilleux, maman. Tu sais que c'est son dessert préféré. Au moins, cela n'avait pas changé. En nous disant au revoir, je me suis retrouvée à me demander ce qui avait provoqué ce changement de cœur soudain de la part de Léa. Pendant les 8 ans qu'elle avait été mariée à Thomas, elle avait rendu de plus en plus clair qu'elle me considérait comme une étrangère, une relique à tolérer plutôt qu'une famille à embrasser. Les 3 semaines suivantes ont filé dans un tourbillon de préparation. J'ai soigneusement sélectionné des cadeaux pour tout le monde, des livres pour Thomas, qui préférait encore la sensation du papier aux écrans, des fournitures d'art pour Zoé, qui avait récemment développé un intérêt pour l'aquarelle, le dernier casque de jeux vidéo pour Étienne, basé sur des indices de ses publications sur les réseaux sociaux, et même une écharpe en cachemire pour Léa dans sa teinte préférée de bleu. J'ai dépensé plus que je n'aurais dû, puisant dans mes modestes économies, mais cela semblait valoir la peine pour cette chance de renouer. La veille de Noël, j'ai passé 3 heures à préparer la parfaite tarte aux pommes en utilisant la recette transmise par ma grand-mère. Le parfum de cannelle et de muscade a rempli mon petit appartement, ramenant des souvenirs des fêtes passées. Quand Thomas était jeune et que l'avenir s'étendait devant nous comme une histoire non écrite, alors que je plaçais soigneusement le plat couvert dans un panier à côté d'une boîte de biscuits faits de maison, je me suis permise d'espérer. Peut-être que ce Noël marquerait un nouveau départ.
Peut-être que Léa avait finalement décidé de me laisser faire partie de leur famille, plus que juste de nom. J'aurais dû savoir que non. Le matin de Noël s'est levé clair et lumineux. Le ciel lyonnais, un parfait canevas bleu au-dessus des toits enneigés. Je suis arrivée à leur maison de banlieue à exactement 10 heures, comme demandé. Les bras chargés de cadeaux et de nourriture, le cœur battant d'anticipation. La maison ressemblait à quelque chose d'un magazine de décoration. Des lumières scintillantes soulignant le toit. Une couronne décorée professionnellement sur la porte et à travers les fenêtres. Je pouvais voir la lueur de leur sapin de Noël. La perfection était intimidante, me rendant soudain consciente de mon manteau bien usé et de mes chaussures pratiques. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte en grand et là se tenait Zoé, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle sautait sur place. « Mamie Jeanne !» a-t-elle crié, se lançant dans mes bras avec une telle force que j'ai failli perdre l'équilibre. « Tu es venue !»« Bien sûr que je suis venue, ma chérie. » J'ai ri, jonglant avec mes paquets pour lui rendre son câlin. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Étienne est apparu derrière elle, essayant de maintenir le détachement cool que les adolescents considèrent comme essentiel. Mais j'ai attrapé le sourire qu'il ne pouvait pas tout à fait supprimer. « Salut, mamie !» a-t-il dit, prenant le panier de mes bras. « C'est ta tarte aux pommes ?»« C'est bien elle, » ai-je confirmé. « Je l'ai faite juste pour toi. » Son visage s'est illuminé. La dignité adolescente oubliée. « Trop bien. »« Personne ne l'a fait comme toi. » La chaleur de leur accueil a apaisé une partie de mon anxiété. Quelles que soient les motivations de Léa, au moins les enfants étaient sincèrement heureux de me voir. Thomas est venu ensuite, m'enveloppant dans une étreinte d'ours qui ressemblait à un retour à la maison. Mon fils, mon unique enfant, le centre de mon monde depuis que son père est mort quand il n'avait que 10 ans. Nous avions traversé tant de choses ensemble, juste nous deux contre le monde. Quand est-ce que cela avait changé? Quand étions-nous devenus des étrangers qui échangeaient des politesses et évitaient les vraies conversations? « Joyeux Noël, maman !» a-t-il dit, sa voix étouffée contre mes cheveux. « Je suis tellement content que tu sois là. »« Joyeux Noël, mon chéri !» ai-je répondu, étudiant son visage alors que nous nous séparions. Il avait l'air fatigué, ai-je pensé. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, une tension dans son sourire qui n'était pas là avant. « Thomas, ne laisse pas Jeanne debout dans l'entrée. » La voix de Léa est venue de l'intérieur. Il gèle dehors, et la voilà, encadrée dans le couloir. Lumière, grande, mince, et impeccablement vêtue d'un pull rouge festif qui coûtait probablement plus que toute ma tenue. Léa Martin-Blanc, ancienne cadre en marketing, maintenant mère et femme au foyer à temps plein, et la femme qui m'avait systématiquement poussée à la périphérie de la vie de mon fils. « Marguerite ?» a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Contente que tu aies pu venir. Les enfants n'ont pas arrêté de demander après toi toute la matinée. Marguerite, pas Jeanne, pas maman, ni même belle-maman. Toujours Marguerite. Formel et distant, bien que je lui ai dit d'innombrables fois que je préférais Jeanne. « Merci de m'avoir invitée, » ai-je répondu, assortissant son sourire avec un des miens. Deux pouvaient jouer à ce jeu de fiction polie. « Ta maison est magnifique. » Oh, ça, elle a fait un geste dédaigneux vers les décorations dignes d'un magazine. Je l'ai juste assemblée hier. Rien de spécial. Le rejet désinvolte de ce qui était clairement des heures de travail méticuleux était tellement typique de Léa. Tout sans effort, tout parfait. Tout conçu pour faire sentir les autres inadéquats en comparaison. Les quelques heures suivantes se sont passées dans une brume agréable d'ouverture de cadeaux, de café et de rattrapage avec les enfants. Zoé m'a montré ses derniers projets artistiques. Ses yeux brillants de fierté, alors que je louais son utilisation de la couleur et de la composition. Étienne m'a fait une démonstration de son nouveau jeu vidéo, expliquant patiemment les règles à sa grand-mère technologiquement dépassée. Thomas planait à proximité, intervenant occasionnellement avec une histoire ou une question. Mais j'ai remarqué qu'il gardait toujours un œil sur Léa, comme s'il jaugeait sa réaction à chaque interaction. « Maman, viens m'aider à la cuisine ?» a demandé Thomas après l'ouverture des cadeaux. « J'aurais besoin de ton expertise pour la sauce, dans la cuisine, à l'écart des autres. » Les épaules de Thomas se sont légèrement détendues. Il remuait la sauce pendant que je l'assaisonnais, tombant dans un rythme confortable que nous avions établi il y a des années. « Comment vas-tu vraiment ?» a-t-il demandé doucement, jetant un coup d'œil vers le salon où Léa arrangeait les cheveux de Zoé en une tresse élaborée. « Je vais bien. »
ai-je dit automatiquement. Puis je me suis reprise. C'était mon fils, pas une connaissance occasionnelle. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai été seule, Thomas. Tu me manques. Les enfants me manquent. Il a grimacé, évitant mes yeux. Je sais que ça a été compliqué, ça me semble assez simple. La famille voit la famille. C'est comme ça que ça marche. Thomas, je ne te blâme pas, ai-je dit, bien qu'une partie de moi le fasse. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. On était si proches, et maintenant j'ai l'impression d'avoir besoin d'une invitation formelle, juste pour voir mes propres petits-enfants. Thomas a soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste si réminiscent de son père que mon cœur s'est serré. Léa pense. Elle sent que parfois tu es un peu critique de notre façon d'élever les enfants, de nos choix de vie. Elle est sensible à ce sujet. Critique? Quand ai-je jamais... Comme quand tu as suggéré qu'Étienne pourrait avoir besoin de plus de structure pour ses devoirs, ou quand tu as réorganisé notre réfrigérateur parce que tu pensais qu'on rangeait mal les choses. Je me souvenais des deux incidents, des commentaires désinvoltes et des gestes utiles. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'essayais d'aider, Thomas. C'est ce que fait la famille. Je sais, maman, mais Léa voit les choses différemment. Elle a l'impression que tu la juges, que tu la trouves insuffisante. Avant que je puisse répondre, Léa est apparue dans l'encadrement de la porte, son sourire fixe et brillant. « Tout va bien ici? La dinde est prête quand la sauce le sera. » Le moment pour l'honnêteté était passé. Thomas s'est redressé, son visage public glissant à nouveau en place. Presque fini. Maman a le coup de main magique pour la sauce. « Merveilleux, » a dit Léa, son ton suggérant tout sauf cela. « Mettons tout sur la table, d'accord? Les enfants meurent de faim. » Je les ai suivis dans la salle à manger, où la table avait été dressée avec ce qui semblait être de la porcelaine et du cristal tout neuf. Tout était parfaitement coordonné avec le centre de table de branches de pin, de baies rouges et de bougies blanches. Un autre décor digne d'un magazine. « C'est ravissant, Léa, » ai-je dit sincèrement, parce que ça l'était. Quoi qu'elle puisse être d'autre, ma belle-fille avait un goût impeccable. « Oh, ces vieilles choses !» a-t-elle répondu, bien que je puisse voir que les étiquettes étaient encore sur certaines serviettes. J'ai juste assemblé ça ce matin. Le rejet désinvolte de ce qui était clairement des heures de travail méticuleux était tellement typique de Léa. Tout sans effort, tout parfait, tout conçu pour faire sentir les autres inadéquats en comparaison. En prenant nos places, j'ai remarqué que ma tarte aux pommes n'était nulle part parmi les desserts arrangés sur le buffet. Bûche de Noël, gâteau au chocolat et ce qui ressemblait à une tarte aux pommes achetée en pâtisserie. J'ai choisi de ne rien dire. Ce n'était pas le moment de créer des tensions. Aujourd'hui était pour renouer avec ma famille, pas pour confronter Léa à propos de ses petits jeux de pouvoir mesquins. Le repas a commencé agréablement. La nourriture était délicieuse. La conversation coulait facilement alors que les enfants partageaient des histoires sur l'école et les amis. J'ai savouré chaque moment, les stockant comme des pierres précieuses à revisiter pendant les soirées solitaires dans mon appartement. « Mamie, » a dit soudain Zoé, « tu savais que j'ai eu le rôle principal dans la pièce de l'école? Je vais être Dorothée dans Le Magicien d'Oz. C'est merveilleux, ma chérie. C'est quand la représentation? J'adorerais venir. C'est en février, le 12. Tu viendras, hein? J'ai jeté un coup d'œil à Léa, qui coupait sa dinde avec des mouvements précis, son expression illisible. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je promis. En fait, a interjeté Léa, les places sont très limitées. Les parents ont la priorité, bien sûr. Le visage de Zoé s'est assombri. Mais il y a toujours des places en plus, maman. Madame Bernard l'a dit. On verra, a dit Léa sur ce ton que chaque enfant reconnaît comme un nom déguisé. N'embêtons pas ta grand-mère avec ces détails maintenant. Ce n'est pas un embêtement, ai-je dit rapidement. Je serai heureuse d'acheter une place dès qu'elles seront disponibles. Le sourire de Léa s'est tendu. Comme je l'ai dit, on verra. Février est encore loin, et les emplois du temps peuvent être tellement imprévisibles. Le message était clair. Mon invitation au dîner de Noël ne s'étendait pas aux autres événements familiaux. On me permettait une visite soigneusement contrôlée, rien de plus. La conversation a continué, mais quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle tension dans l'air, un sentiment de lignes invisibles tracées et retracées. Thomas est devenu plus réservé, se concentrant sur sa nourriture plutôt que de rejoindre la discussion. Les enfants échangèrent des regards, sentant les courants sous-jacents, mais ne comprenant pas leur source. Alors que le repas touchait à sa fin,
Étienne a regardé la table des desserts, puis m'a regardé. Mamie, tu n'as pas apporté ta tarte aux pommes, celle avec les flocons d'avoine sur le dessus? Tous les yeux se sont tournés vers moi, puis vers Léa. Si, ai-je dit simplement, ne voulant mettre personne dans l'embarras. Alors, on peut en avoir? A insisté Étienne en commençant à se lever. C'est mon dessert préféré. Assieds-toi, Étienne, a dit Léa sèchement. On a plein d'options de dessert déjà sur la table. Mais la tarte de mamie. J'ai dit, assieds-toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Étienne s'est lentement rassis sur sa chaise. Son expression un mélange de confusion et d'embarras. Zoé fixait son assiette tandis que Thomas s'éclaircissait la gorge inconfortablement. « Tout va bien, ma chérie ?» a-t-il demandé à Léa. Son rire était brillant et cassant. « Bien sûr, j'essaie juste de garder les choses organisées. Tu sais combien Noël peut être chaotique. » Mais Étienne n'était pas prêt à laisser tomber. Avec la détermination que seul un adolescent peut rassembler quand il sent l'injustice. Il m'a regardé directement. « Mamie, tu as fait ta tarte aux pommes cette année? Celle avec les flocons d'avoine sur le dessus? » J'ai rencontré ses yeux, puis j'ai jeté un coup d'œil à Léa. Son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir l'avertissement là. C'était mon choix. Jouer le jeu selon sa version des événements, ou dire la vérité et risquer d'escalader le conflit. La vérité était en suspens alors que 4 paires d'yeux se concentraient sur moi. Ma tarte aux pommes, une si petite chose vraiment. Pourtant, d'une certaine façon, elle était devenue le centre d'une lutte de pouvoir dont je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle se déroulait. « Oui, Étienne, ai-je dit doucement. Je l'ai faite hier, juste pour toi. »« Alors pourquoi on ne peut pas ?» a-t-il commencé. « Parce que… » a interrompu Léa, sa voix montant malgré son effort évident pour la contrôler. « Parfois les adultes prennent des décisions sur ce qui est approprié pour les occasions spéciales. Et parfois, elle m'a regardé directement, les gens doivent apprendre que toutes les traditions n'ont pas besoin d'être préservées juste parce qu'elles sont vieilles. » L'insulte était suffisamment subtile pour que Thomas la rate entièrement. Mais je l'ai ressentie comme un coup physique. Toutes les traditions n'ont pas besoin d'être préservées juste parce qu'elles sont vieilles. Elle ne parlait plus seulement de la tarte aux pommes. « Je vois, » ai-je dit doucement. « Bien, » a répondu Léa, se coupant une grande part de gâteau au chocolat. « Je suis contente qu'on se comprenne. Mais nous ne nous comprenions pas. » Pas du tout. Parce que ce que je commençais à comprendre, c'est que Léa avait systématiquement effacé ma présence des traditions de cette famille, et cette situation avec le dessert de Noël n'était que la dernière victime. J'ai repensé à l'année passée. Combien de réunions familiales avais-je été exclue avec des excuses vagues sur le fait de garder les choses simples? Combien de fois Thomas avait-il mentionné des événements après coup, s'excusant pour l'oubli de ne pas m'avoir invitée? Combien de fois m'avait-on dit que les enfants étaient trop occupés avec l'école et les activités pour me rendre visite, alors que je pouvais voir sur leurs réseaux sociaux qu'ils avaient plein de temps pour d'autres membres de la famille? La réalisation s'est installée dans ma poitrine comme un poids froid. Ce n'était pas à propos de la tarte aux pommes. Ce n'était même pas à propos d'aujourd'hui. C'était à propos de la campagne systématique de Léa pour minimiser ma présence dans leur vie, tout en maintenant l'accès à mon soutien financier quand c'était pratique. Après le dîner, je me suis portée volontaire pour aider à ranger, espérant une chance de parler en privé avec Thomas. Mais Léa avait orchestré les activités d'après-repas avec une précision militaire. Thomas a été envoyé au garage pour travailler sur un projet avec Étienne. Zoé a été expédiée à l'étage pour organiser ses nouveaux vêtements. Et je me suis retrouvée seule dans la cuisine avec Léa. Parfait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Je suppose que tu es fière de toi, a-t-elle dit sans préambule, raclant les assiettes avec plus de force que nécessaire. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. La petite scène au dîner, me faisant mal paraître devant les enfants. Très mature, Marguerite. J'ai posé le plat de service que je portais vers l'évier. Léa, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. J'ai l'impression de rater quelque chose d'important. Elle s'est tournée pour me faire face, abandonnant toute prétention de politesse. Ce que tu rates, c'est le fait que c'est ma famille, ma maison, mes enfants. Et j'en ai assez de prétendre que ta présence constante et ton ingérence sont les bienvenus. Thomas est mon fils. Thomas est mon mari, a-t-elle répliqué, sa voix comme de la glace. Ces enfants sont les miens. Cette maison est la mienne. Et c'est moi qui décide qui peut faire partie de nos célébrations familiales et qui ne peut pas.
La possessivité dans sa voix était saisissante, comme si Thomas et les enfants étaient des objets à posséder plutôt que des personnes avec leurs propres relations et sentiments. Tu ne peux pas simplement m'effacer de leur vie parce que tu te sens menacée, ai-je dit, surprise par ma propre audace. Léa a ri, un son dénué d'humour. Menacée par toi, Marguerite? Regarde-toi, tu as 67 ans. Tu vis seule dans ce petit appartement. Et la seule raison pour laquelle quelqu'un te prête attention, c'est parce que tu fais des chèques. Tu crois vraiment que je me sens menacée par ça? Chaque mot était choisi pour infliger un maximum de dégâts. Et ils ont atteint leur cible avec une précision dévastatrice. Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre l'acceptation de cette évaluation cruelle. Si c'est vraiment comme ça que tu me vois, alors pourquoi continues-tu à accepter mon argent? Pour la première fois depuis le début de la conversation, Léa avait l'air sincèrement mal à l'aise. C'est différent. En quoi c'est différent? La famille aide la famille. Tu l'as dit toi-même. Mais je ne fais partie de la famille que quand tu as besoin de quelque chose de moi. Léa s'est retournée vers l'évier, ses épaules tendues. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle on est. Le travail de Thomas est exigeant. Le crédit immobilier est cher. Les enfants ont des besoins. Quand tu proposes d'aider, on accepte parce qu'on doit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit prétendre qu'on aime t'avoir à surveiller chaque décision qu'on prend. L'honnêteté était brutale, mais au moins c'était honnête. Pendant des années, je m'étais dit que mes contributions financières étaient appréciées, qu'elles venaient d'un lieu d'amour et étaient reçues avec gratitude. Maintenant, je comprenais la vérité. Elles étaient tolérées comme un mal nécessaire, et ma présence était le prix que Léa payait pour avoir accès à mon compte en banque. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Léa? Tu veux que je continue à faire des chèques et que je reste loin des réunions familiales? Est-ce que ça te rendrait heureuse? Elle a considéré cela sérieusement, ce qui m'a tout dit. Je veux, a-t-elle dit finalement, que tu arrêtes de prétendre qu'on est tous une grande famille heureuse. Je veux que tu acceptes que ton rôle dans nos vies est limité. Et je veux que tu arrêtes de faire culpabiliser Thomas chaque fois qu'on ne t'inclut pas dans quelque chose. Je n'ai jamais fait culpabiliser Thomas pour quoi que ce soit. Vraiment? Et cet appel téléphonique le mois dernier quand tu lui as dit combien tu étais seule pendant la fête d'anniversaire d'Emma? Et cette fois où tu as mentionné combien ta Toussaint était calme après qu'on ait décidé d'aller chez ma sœur à la place? Tu ne réalises peut-être pas que tu le fais, mais tu le fais. Je me suis tenue dans cette cuisine, écoutant la litanie des crimes supposés de Léa contre moi. Et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la tristesse, pas de la colère, mais une clarté particulière, comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière vive dans une pièce où je trébuchais dans le noir depuis des années. Tu as raison, ai-je dit doucement. Léa avait l'air surprise. Elle s'était clairement préparée à une dispute, pas à une capitulation. J'ai raison? Tu as absolument raison. J'ai fait des suppositions sur ma place dans cette famille. J'ai supposé que parce que j'aime Thomas et ses enfants, cet amour était réciproque de la même façon. J'ai supposé que mes contributions étaient appréciées plutôt que simplement tolérées. J'ai supposé que j'étais désirée plutôt que simplement utile. L'expression de Léa était méfiante maintenant, comme si elle sentait un piège. Mais tu sais quoi, Léa? Tu viens de me donner le cadeau le plus précieux que j'aurais pu demander pour Noël. Tu m'as donné la vérité. Et maintenant que je sais où j'en suis, je peux faire quelques ajustements. Quel genre d'ajustements? J'ai souri. Et il devait y avoir quelque chose de troublant dans ce sourire, parce que Léa a effectivement fait un pas en arrière. Eh bien, commençons par l'évident. Si mon rôle dans cette famille est purement financier, alors on devrait probablement le traiter comme l'arrangement commercial qu'il est apparemment. Plus de cadeaux aléatoires, plus de prêts d'urgence, plus de suppositions sur ce que la famille se doit mutuellement. Marguerite, ce n'est pas ce que je... N'est-ce pas? Tu viens de me dire que vous acceptez mon argent parce que vous devez, pas parce que vous voulez. Tu m'as dit que ma présence est le prix que vous payez pour mon aide financière. Alors, éliminons ce prix, d'accord? À partir de maintenant, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez le demander directement. Plus de réunions familiales. Plus de faire semblant qu'on apprécie tous la compagnie des uns et des autres. Juste des affaires. Le visage de Léa avait pâli. Tu es ridicule. Je n'ai jamais dit. Tu as dit exactement cela, Léa. Tu m'as dit que je ne comprenais pas la pression sous laquelle vous êtes. Que vous acceptez mon aide parce que vous devez. Eh bien, maintenant vous n'aurez plus à le faire.
Vous pouvez trouver d'autres moyens de gérer votre pression. Le bruit de pas dans le couloir a interrompu notre conversation. Thomas est apparu dans l'embrasure de la porte. Étienne juste derrière lui. « Comment vont mes 2 femmes préférées ?» a demandé Thomas avec une gaieté forcée. Il pouvait évidemment sentir la tension, même s'il ne comprenait pas sa source. « On bavarde juste gentiment », a dit Léa rapidement, « sur les traditions de fête et les changements. » J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé, aimé et soutenu pendant 42 ans. Et je me suis demandé quand il était devenu si habile à éviter les vérités inconfortables. Quand avait-il appris à accepter la version de la réalité de Léa sans poser de questions? Quand avait-il cessé d'être curieux de mes sentiments ou de mon bien-être? « Papa !» a dit soudain Étienne. « Maman ne veut pas nous laisser manger la tarte aux pommes de mamie. Elle est dans le garde-manger, mais elle dit qu'on ne peut pas la manger. » Thomas avait l'air confus. « Tarte aux pommes? Maman, tu as apporté une tarte aux pommes? » « Elle l'a fait !» a insisté Étienne avec une persistance adolescente. Mais maman a dit que ce n'était pas approprié pour le dîner de Noël. J'ai regardé le visage de Thomas alors qu'il traitait cette information. Je pouvais le voir essayer de comprendre comment naviguer entre les souhaits de sa femme et sa confusion sur pourquoi une tarte aux pommes serait inappropriée pour n'importe quel repas de famille. « Eh bien, a-t-il dit finalement, peut-être qu'on peut en prendre plus tard comme collation de minuit ou quelque chose. » C'était une réponse diplomatique, mais elle révélait tout sur la dynamique dans cette maison. Léa prenait les décisions, et Thomas trouvait des moyens de les contourner sans confrontation directe. « En fait, » ai-je dit en attrapant mon sac à main, « je pense que je devrais rentrer. Ça a été une longue journée, et je me sens un peu fatiguée. » Les protestations étaient immédiates et prévisibles. Thomas a insisté qu'il était trop tôt pour que je parte. Les enfants voulaient me montrer plus de leurs cadeaux. Et même Léa a fait des objections symboliques sur le fait de rester pour le café et plus de dessert. Mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une compréhension claire entre nous sur la nature de notre relation à l'avenir. « Non, je devrais vraiment y aller, » ai-je dit, acceptant les câlins d'Étienne et de Zoé. « Merci pour ce charmant dîner de Noël. » Thomas m'a accompagné jusqu'à la porte, portant mon manteau et le plat intact de tarte aux pommes. « Maman, est-ce que tout va bien? Tu sembles différente. » Je me suis arrêtée sur le seuil, regardant en arrière vers la maison chaleureuse et magnifiquement décorée, où je venais d'apprendre que je n'étais plus vraiment la bienvenue. « Je vais bien, mon chéri. » Je réfléchis juste à quelques changements que je pourrais avoir besoin de faire dans la nouvelle année. « Quel genre de changement? » « Oh, rien de dramatique. Juste réévaluer certaines choses, les priorités, tu sais. » L'expression de Thomas était inquiète mais pas alarmée. Après tout, sa mère de 67 ans parlant de réévaluer ses priorités semblait probablement être un comportement de vieillissement normal, pas le début d'une restructuration complète de notre relation. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux appeler, n'est-ce pas? »« Bien sûr, » ai-je acquiescé. Bien que nous savions tous les deux qu'appeler était devenu de plus en plus inutile au cours des dernières années. Mes appels étaient répondus avec une conversation polie et des excuses rapides pour mettre fin à la discussion. J'ai conduit lentement jusqu'à chez moi, prenant le long chemin à travers les quartiers décorés de lumières de Noël et de décorations gonflables de pelouse. Des familles étaient visibles à travers les fenêtres éclairées, réunies autour de tables de dîner et de sapins de Noël. Et je me suis demandé combien de ces scènes étaient aussi dysfonctionnelles que celles que je venais de quitter. De retour dans mon petit appartement, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de choses à faire ou une liste de courses, mais une comptabilité en quelque sorte. Chaque prêt que j'avais fait à Thomas et Léa au cours des 5 dernières années, chaque paiement d'urgence, chaque aide temporaire avec les factures, chaque cadeau qui avait été assez substantiel pour impacter mon propre budget. Le total était stupéfiant, plus que je n'avais réalisé. Certainement plus que je ne pouvais me permettre de continuer si je voulais maintenir ma propre sécurité financière à la retraite. Mais l'argent n'était pas vraiment le problème. L'argent pouvait être regagné. Les budgets pouvaient être ajustés. Et à mon âge, je n'avais pas besoin de grand-chose pour être à l'aise. Le vrai problème était la dignité, le respect de soi, la capacité de me regarder dans le miroir et de reconnaître la personne qui me regardait en retour. Pendant trop longtemps, j'avais acheté de la tolérance en l'appelant amour.
J'avais accepté des miettes d'attention et appelé cela la proximité familiale. J'avais permis le contrôle de Léa et appelé cela garder la paix. Cela se terminait aujourd'hui. Mon téléphone a sonné alors que je finissais mes calculs. Le nom de Thomas est apparu sur l'écran et j'ai senti mon estomac se serrer. Sans aucun doute, Léa l'avait envoyé pour arranger les choses, pour s'assurer que mes sentiments n'étaient pas trop blessés, pour garantir que le pipeline financier ne serait pas perturbé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Mais quand il a sonné à nouveau immédiatement, puis une troisième fois, j'ai finalement répondu. « Maman, Dieu merci. Écoute, il y a eu une situation ici. Léa, elle a appelé la police. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que tu l'as menacée. Elle dit que tu as fait des déclarations sur le fait de couper tout contact avec la famille et qu'elle ne se sent pas en sécurité. Les agents sont là maintenant et ils veulent te parler. Le monde a basculé. Après tout ce qui s'était passé aujourd'hui, après tous les mots cruels et les humiliations calculées, Léa jouait les victimes et elle utilisait la police pour le faire. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans mon propre salon à répondre aux questions de l'agent Tania Moreau. Une femme sans chichi dans la quarantaine qui avait l'air d'avoir vu tous les types de drames familiaux imaginables. « Madame Blanc, votre belle-fille affirme que vous avez fait des déclarations menaçantes sur le fait de couper tout contact avec la famille et que votre comportement aujourd'hui était erratique et préoccupant. Pouvez-vous me donner votre version de ce qui s'est passé? » J'ai failli rire. Après des années de manipulation de Léa, elle avait finalement joué sa main trop fort. Parce qu'il y a une chose à propos d'avoir 67 ans avec un casier vierge. Les officiers de police ont tendance à écouter quand vous parlez calmement et rationnellement. Agent Moreau, Léa m'a dit aujourd'hui que mon rôle dans la famille est purement financier. Elle a expliqué qu'ils tolèrent ma présence parce que j'aide avec leurs dépenses, mais qu'ils n'aiment pas vraiment m'avoir autour. Quand j'ai dit que je comprenais et que j'ajusterais mes attentes en conséquence, elle l'a apparemment interprété comme une menace. L'agent Moreau a pris des notes. De quel genre d'aide financière parlons-nous? J'ai sorti la liste que j'avais faite quand Thomas a appelé. Au cours des 5 dernières années, j'ai fourni environ 43 000 € en prêts et cadeaux. Paiement de crédit immobilier, réparation de voitures, dépenses pour les enfants. Rien de tout cela, je n'ai jamais demandé à être remboursé. Les sourcils de l'agent se sont légèrement levés. C'est substantiel. Et vous n'avez jamais attendu de remboursement? Je suis une mère, agent Moreau. J'aide ma famille parce que je les aime, ou du moins, je pensais que c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, j'ai appris que je payais en fait pour le privilège d'être maltraitée. L'agent Moreau m'a étudié pendant un long moment. Madame Blanc, je dois vous demander directement. Avez-vous fait des déclarations qui pourraient être interprétées comme des menaces? J'ai dit à Léa que si notre relation était purement financière, on devrait la traiter comme telle. Plus de réunions familiales où je suis à peine tolérée. Plus de faire semblant qu'on apprécie tous la compagnie des uns et des autres. S'ils ont besoin d'argent, ils peuvent le demander directement. Mais je ne continuerai pas à subventionner des gens qui ressentent clairement de l'aversion pour ma présence. Cela ne ressemble pas à une menace pour moi. Ce ne le serait pas pour une personne raisonnable, mais Léa n'est pas raisonnable. Elle m'a systématiquement isolée de mon fils et de mes petits-enfants, tout en maintenant l'accès à mon compte en banque. Aujourd'hui, quand j'ai finalement compris ce qui se passait et que j'ai dit que je ne continuerais pas à permettre cela, elle a paniqué. L'agent Moreau a fermé son carnet. « Madame Blanc, je ne vois aucune preuve de comportement menaçant ici. Cela ressemble à un désaccord familial sur les limites et les arrangements financiers. Cependant, je dois documenter cet appel pour le dossier. » Après son départ, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'étais pas dévastée. Je n'étais pas le cœur brisé ou confuse ou désespérée de réparer les choses avec Léa. J'étais en colère, proprement, purement en colère d'une façon que je ne m'étais pas permise depuis des années. Léa avait fait une erreur critique. En appelant la police, elle avait forcé ce conflit au grand jour où il pouvait être examiné objectivement. Et sous examen objectif, sa position ressemblait exactement à ce qu'elle était. Manipulatrice, cruelle et insoutenable. Mon téléphone a vibré avec un texto de Thomas. « Maman, je suis désolée pour le truc de la police. » Léa était bouleversée et a surréagi. « On peut parler demain et arranger ça? » J'ai fixé ce message pendant longtemps, même maintenant.
même après tout ce qui s'était passé. Thomas présentait cela comme Léa étant bouleversée, plutôt que délibérément malveillante. Il suggérait qu'on arrange ça comme si j'étais également responsable du conflit. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur quelque chose qui me trottait dans la tête toute la soirée. Léa Martin, maintenant Léa Blanc, avait été remarquablement vague sur sa vie avant de rencontrer Thomas. J'avais toujours attribué cela à l'intimité normale d'une femme qui avait eu des relations avant le mariage. Mais assise à mon ordinateur ce soir-là, j'ai réalisé que je ne savais presque rien de concret sur le passé de ma belle-fille. Où était-elle allée à l'université? Quel était son nom de jeune fille? Où avait-elle travaillé avant de devenir mère au foyer? Des questions basiques auxquelles, après 8 ans d'appartenance à la famille, je ne pouvais pas répondre. Thomas l'avait rencontrée dans un café lyonnais où elle travaillait comme responsable. Cela, je le savais. Mais quand j'ai cherché des cafés lyonnais qui auraient pu employer quelqu'un nommé Léa Martin vers 2015, je suis tombée dans des impasses. Soit les établissements avaient fermé, soit ils avaient été renommés, soit leur dossier d'employé n'était pas accessible publiquement. Ce que j'ai pu trouver, cependant, c'était des archives judiciaires. 3 Léa Martin dans la région lyonnaise avaient été impliqués dans des litiges civils entre 2010 et 2015. 2 étaient clairement des personnes différentes, mauvais âge, mauvaise description physique basée sur les documents de l'affaire. Mais la 3e, Léa J. Martin, âgée de 28 ans en 2014, avait été poursuivie par un ancien employeur pour détournement de fonds. L'affaire avait été réglée à l'amiable, les dossiers scellés, mais le dépôt initial était toujours accessible. Elle avait été accusée d'avoir systématiquement volé des comptes clients sur une période de 8 mois, utilisant sa position de responsable de bureau pour couvrir ses traces. Le calendrier correspondait parfaitement. L'affaire avait été réglée début 2015. Thomas avait rencontré Léa fin 2015. Une femme avec une affaire de détournement de fonds scellée dans son dossier pourrait bien avoir besoin de se réinventer, trouver un homme stable avec de l'argent de famille et créer une nouvelle vie construite sur les fondations financières de quelqu'un d'autre. Je me suis assise dans ma chaise, les pièces s'assemblant. L'insistance de Léa à gérer toutes les finances du ménage. Sa connaissance détaillée de la situation financière de notre famille. Information qui devait venir de Thomas, mais qu'elle maniait avec une précision surprenante. Son isolement systématique de moi des activités familiales, tout en maintenant l'accès à mon soutien financier. Ce n'était pas seulement une belle-fille qui n'aimait pas sa belle-mère. C'était une femme avec un historique de manipulation financière qui avait trouvé la configuration parfaite. Un mari généreux, avec une mère aisée, tous deux trop confiants pour poser des questions difficiles sur son passé. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant de pouvoir agir sur ces soupçons. Et j'avais besoin de comprendre exactement jusqu'où allait la manipulation de Léa. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et demandé des copies de tous les chèques que j'avais faits à Thomas ou Léa au cours des 5 dernières années. Puis, j'ai appelé mon conseiller financier, Marc, et je lui ai demandé de parcourir l'activité de mon compte, particulièrement les gros retraits qui auraient pu être faits pour aider ma famille. « Est-ce que tout va bien, Jeanne ?» a demandé Marc, l'inquiétude évidente dans sa voix. Nous travaillions ensemble depuis plus d'1 décennie. Et il savait combien ma famille était importante pour moi. « Je ne suis pas sûre, ai-je admis. J'ai juste besoin d'avoir une image claire de exactement combien je leur ai donné. Donnez-moi 1 heure pour rassembler tout ça, a-t-il promis. En attendant que Marc rappelle, je me suis préparé un petit déjeuner, tartines et café, mon simple ordinaire habituel. Le contraste entre mon appartement modeste et la maison vitrine de Thomas et Léa n'avait jamais semblé aussi frappant. J'avais choisi de vivre simplement après la mort de Jacques, mettant la plupart de nos économies vers l'éducation et l'avenir de Thomas. Cela avait semblé le bon choix à l'époque. Maintenant, je me demandais si je m'étais rendue trop vulnérable en priorisant ses besoins sur ma propre sécurité. Quand Marc a rappelé, ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Selon mes dossiers, j'avais été bien plus généreuse que même moi je n'avais réalisé. Les 43 000 € que j'avais calculés n'étaient que les paiements directs. Il y avait eu de nombreuses autres transactions, des cartes cadeaux achetées pour les petits-enfants, mais livrées à Léa, des dépôts faits directement sur leur compte pendant les urgences financières,
même des paiements faits à des prestataires pour des réparations et améliorations de la maison. Le total dépassait 67 000 € en 5 ans. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention. Plusieurs des paiements d'urgence avaient été demandés pendant des mois où le salaire de Thomas aurait dû être plus qu'adéquat pour couvrir leurs dépenses, à moins que leurs dépenses ne soient complètement hors de contrôle, ou à moins que quelqu'un ne siphonne de l'argent de leur budget familial. J'ai pensé au sac à main de créateur de Léa, à ses journées spa fréquentes, à ses cours de yoga coûteux qu'elle mentionnait dans ses publications sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à comment elle semblait toujours avoir de l'argent pour ses intérêts personnels, tout en affirmant qu'il peinait avec les dépenses de base du ménage. « Marc, merci pour cela », ai-je dit, fixant les chiffres devant moi. « Je crois que j'ai été prise pour une idiote. Voulez-vous mettre en place des protections pour l'avenir ?» Je peux vous aider à établir des limites. « Pas encore », ai-je dit, une idée se formant. « J'ai besoin de comprendre exactement ce qui se passe d'abord. » Après avoir raccroché, je suis restée immobile à ma table de cuisine, traitant ce que j'avais appris. L'ampleur de la tromperie de Léa était stupéfiante. Ce n'était pas seulement de la manipulation émotionnelle, c'était de l'exploitation financière soigneusement déguisée en soutien familial normal. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un autre texto de Thomas. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. On a besoin de parler de ce qui s'est passé. » Cette fois, j'ai répondu. « J'ai besoin de temps, Thomas. J'appellerai quand je serai prête. » Sa réponse a été immédiate. « Maman, Léa se sent terrible. Elle dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Elle était juste stressée par le fait que Noël soit parfait. L'excuse était si mince, si pathétiquement inadéquate, qu'elle n'a fait que renforcer mes soupçons. Si Thomas croyait cela, s'il était prêt à accepter un mensonge aussi évident, alors il était encore plus profondément sous l'influence de Léa que je ne l'avais réalisé. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai conduit jusqu'au quartier de Thomas et je me suis garée en face de leur maison. Pas pour espionner exactement, mais pour observer. Pour voir si ma nouvelle perspective sur le caractère de Léa révélerait des choses que j'avais manquées avant. Ce que j'ai vu était illuminant. À 14h30, un camion de livraison est arrivé. Pas une livraison de colis standard, mais un camion de meubles d'une boutique chic du centre-ville. 2 hommes ont déchargé ce qui semblait être un ensemble de salles à manger, une table, des chaises et un buffet qui avait l'air de coûter plus que la voiture de la plupart des gens. 30 minutes plus tard, la voiture de Léa s'est garée dans l'allée. Elle est sortie portant des sacs de shopping des galeries Lafayette, du Printemps et de plusieurs autres détaillants haut de gamme. C'était un mardi après-midi fin décembre, juste après Noël, et elle faisait une virée shopping majeure. Je me suis souvenue de la conversation de la veille. Comment Léa avait mentionné la pression sous laquelle ils étaient, le crédit immobilier coûteux, le travail exigeant de Thomas, comment ils devaient accepter mon aide financière à cause de leur situation. Pourtant, la voilà qui dépensait ce qui ressemblait à des milliers d'euros en meubles et vêtements moins de 24 heures après avoir joué les victimes devant des officiers de police à propos de notre désaccord familial. Mon téléphone a sonné. Le nom de Thomas est apparu sur l'écran. Et cette fois, j'ai répondu. « Maman, je suis content que tu décroches. On a besoin de parler de ce qui s'est passé hier. Léa est vraiment bouleversée et je pense qu'il y a des malentendus qu'on doit clarifier. Thomas, où es-tu en ce moment? Au travail. Pourquoi? Juste curieuse. Léa est à la maison aujourd'hui? Oui, elle avait sa journée de repos. Elle allait rattraper quelques courses et peut-être faire du shopping d'après Noël. Les enfants sont chez des amis, donc elle a du temps pour elle. Du shopping d'après Noël avec quel argent, me suis-je demandé. L'argent qu'ils n'avaient pas à cause de leur pression financière et leur mode de vie coûteux. Thomas, j'ai besoin de te poser une question et je veux que tu réfléchisses attentivement avant de répondre. Combien d'argent penses-tu que j'ai donné à ta famille au cours des 5 dernières années? Il y a eu une longue pause. Je ne sais pas, maman. On n'a jamais tenu de total? 67 000 €. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'on avait été déconnectés. Ça ne peut pas être juste. J'ai des relevés bancaires, des chèques annulés, des historiques de transactions. 67 000 € en prêts, cadeaux, paiements d'urgence et dépenses directes que j'ai couvertes pour ta famille. Maman, même si ce chiffre est exact, tu ne nous as jamais fait sentir obligés. Vraiment. Selon Léa, cet argent vient avec des conditions attachées. Selon elle,
vous vous sentez tous les deux obligés de m'inclure dans les activités familiales à cause de mes contributions financières. Elle m'a dit hier que vous acceptez mon aide parce que vous devez, pas parce que vous voulez. Un autre long silence. Elle a dit ça? Elle a dit beaucoup de choses, maman. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'elle t'a demandé de m'appeler aujourd'hui pour arranger ça. Pas parce qu'elle se sent mal de la façon dont elle m'a traitée, mais parce qu'elle s'inquiète que je puisse arrêter de faire des chèques. Ce n'est pas... Maman, tu fais paraître ça plus calculé que ça ne l'est. Vraiment? Dis-moi quelque chose, Thomas. Quand était la dernière fois que Léa a suggéré de m'inclure dans une activité familiale? Pas quand tu l'as suggéré, mais quand elle a initié l'invitation. Je pouvais l'entendre réfléchir, fouillant sa mémoire pour un exemple qui me prouverait que j'avais tort. Elle a... Eh bien, hier, le dîner de Noël était son idée. Et comment ça s'est passé? Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. L'appelante s'est identifiée comme inspectrice Sarah Dubois de l'unité des crimes financiers de la police nationale. Madame Blanc, je comprends que vous avez fait des recherches sur quelqu'un nommé Léa Martin. Puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez à elle? Mon cœur s'est arrêté. Comment avez-vous... Qui êtes-vous vraiment? Madame, je suis une inspectrice de la police nationale. Vos recherches sur Internet ont déclenché des alertes dans notre système. Léa Martin est une personne d'intérêt dans une enquête en cours et nous aimerions vous parler de votre connexion avec elle. Le monde a basculé. C'est ma belle-fille, Léa Blanc maintenant. Elle a épousé mon fils. Quand ce mariage a-t-il eu lieu? En 2016. Ils sont mariés depuis environ 8 ans. Madame Blanc, seriez-vous disposée à venir au commissariat demain matin? Il y a certaines choses que vous devez savoir sur Léa Martin. Et il y a certaines choses que nous devons savoir sur votre relation avec elle. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque interaction avec Léa au cours des 8 dernières années se rejouait dans mon esprit, vue à travers le prisme de ce que je commençais à suspecter. Qu'elle n'était pas juste manipulatrice, mais professionnellement criminelle. À 9 heures tapantes, j'étais assise dans le bureau de l'inspectrice Dubois, regardant un dossier avec la photo de Léa attachée à l'avant. Madame Blanc, Léa Martin utilise plusieurs identités depuis au moins 10 ans. L'affaire de détournement de fonds que vous avez trouvée en ligne n'était que le début. Elle a été mariée 2 fois avant sous différents noms. Et dans les 2 cas, elle a systématiquement vidé les finances de son mari avant de disparaître. Je me suis sentie malade. Et mon fils? Et les enfants? Les enfants semblent être légitimement les siens, d'après notre enquête. Mais Léa Martin, ou Léa Blanc comme elle est connue maintenant, a mené une arnaque à long terme sur votre famille. Elle a utilisé votre soutien financier pour financer un style de vie qui comprend un appartement secret, une 2e voiture immatriculée sous un nom différent, et ce qui semble être une préparation pour une autre disparition. Une autre disparition? L'inspectrice Dubois a ouvert le dossier et m'a montré des photos de surveillance. Léa dans une banque que je ne reconnaissais pas. Léa rencontrant un homme que je n'avais jamais vu. Léa chargeant des cartons dans un garde-meuble. Nous croyons qu'elle planifie de quitter votre fils depuis plusieurs mois. Le schéma est toujours le même. Elle s'établit avec une famille financièrement stable, extrait autant d'argent que possible, puis disparaît avec tous les actifs qu'elle peut liquider. Mais les enfants dans ses mariages précédents, elle a laissé les enfants. Ils n'étaient pas biologiquement les siens dans ces cas, mais elle avait été leur belle-mère pendant des années. Elle n'a aucun problème à abandonner des enfants quand cela sert ses objectifs. J'ai fixé les photos, pensant à Étienne et Zoé, à combien ils seraient dévastés si Léa disparaissait simplement de leur vie. Mais ensuite, j'ai pensé à autre chose. Inspectrice, si vous savez tout cela, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée? Nous construisions un dossier, mais nous avions besoin de plus de preuves de fraude active. Vos recherches d'hier, combinées avec les informations que vous pouvez fournir sur l'argent qu'elle a pris à votre famille, nous donnent ce dont nous avons besoin pour avancer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'inspectrice Dubois s'est penchée en avant. Madame Blanc, nous voulons que vous nous aidiez à la prendre sur le fait. Le plan était élégamment simple. J'approcherai Léa avec une offre qu'elle ne pourrait pas refuser. Un héritage anticipé substantiel que je voulais donner à la famille pour des raisons fiscales. Le montant serait assez gros pour déclencher sa cupidité, mais structuré d'une façon qui l'obligerait à révéler ses comptes cachés et ses préparations financières. Il a fallu 3 jours pour tout mettre en place. Pendant ce temps, j'ai dû agir normalement, prenant les appels de Thomas
et prétendant que rien n'avait changé. La partie la plus difficile était de ne pas le prévenir de ce qui allait arriver. L'inspectrice Dubois avait insisté que pour que l'opération fonctionne, Thomas ne pouvait pas savoir ce que nous planifions. Vendredi matin, j'ai appelé Léa directement. « Léa, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Est-ce que tu pourrais me retrouver pour un café cet après-midi ?» Elle avait l'air surprise, mais a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit neutre, un café du centre-ville de Lyon, où l'inspectrice Dubois et son équipe pouvaient surveiller notre conversation. « Léa, j'ai réfléchi à notre conversation du jour de Noël. Et tu avais raison sur plusieurs choses. J'ai été trop impliquée dans les affaires de ta famille, et je n'ai pas été respectueuse de tes limites. » Elle avait l'air suspicieuse, mais a hoché la tête. « J'apprécie que tu dises ça, Jeanne. Je veux me racheter, et je veux faire quelque chose qui bénéficiera à l'avenir de ta famille sans nécessiter mon implication continue. J'ai sorti un dossier préparé par l'équipe de la police. Je suis prête à donner à Thomas et aux enfants un cadeau substantiel, 200 000 €, mais je veux le faire d'une façon qui minimise les implications fiscales. » Les yeux de Léa se sont illuminés, mais elle a essayé de cacher son excitation. C'est très généreux. Il y a quelques complications avec le transfert d'autant d'argent, particulièrement puisqu'une partie devrait aller sur des comptes qui ne sont pas détenus conjointement. J'aurai besoin d'informations sur tous les comptes de votre famille, y compris tout compte personnel que tu pourrais avoir pour gérer les dépenses du ménage. C'était le moment. Si Léa était légitime, elle suggérerait d'impliquer Thomas dans ces discussions. Si elle menait une arnaque, elle essaierait de gérer cela elle-même pour maintenir le contrôle. « Je peux fournir cette information, » a-t-elle dit rapidement. Thomas est tellement occupé avec le travail et honnêtement, je gère toute notre planification financière de toute façon. Ce serait plus facile si on pouvait juste travailler directement ensemble là-dessus. Parfait. J'aurais besoin de numéros de compte, d'informations de routage et de vérification des soldes pour la documentation fiscale. Au cours des 20 minutes suivantes, Léa a fourni des détails sur non seulement leurs comptes joints, mais 3 comptes supplémentaires dont je n'avais jamais entendu parler. Elle a également mentionné des comptes d'investissement et un compte professionnel pour une société de conseil que je ne savais pas qu'elle possédait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que toute notre conversation était enregistrée et que l'inspectrice Dubois nous observait depuis une table de l'autre côté du café. Il y a juste une dernière chose, Léa. Le transfert devra se faire rapidement dans les prochains jours pour respecter le délai fiscal. Peux-tu t'assurer que tous ces comptes sont prêts à recevoir des fonds? Absolument. Léa a tendu la main à travers la table pour serrer la mienne. Jeanne, je veux que tu saches que je pense qu'on est parti du mauvais pied à Noël. C'est exactement le genre de nouveau départ dont notre famille a besoin. Alors que je marchais vers ma voiture après la réunion, l'inspectrice Dubois m'a appelée. « Madame Blanc, nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin. » 3 de ces comptes qu'elle a mentionnés sont sous de faux noms, et l'un d'eux a reçu des transferts réguliers du compte joint de votre famille. Nous procéderons à l'arrestation demain matin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La connaissance de ce qui allait arriver pesait lourdement sur moi. Demain, le monde de mon fils allait s'effondrer. La femme qu'il aimait, ou pensait aimer, serait révélée comme une fraudeuse, une arnaqueuse qui l'avait systématiquement volée et planifiait d'abandonner leur famille. Une partie de moi voulait le prévenir, lui donner le temps de se préparer. Mais l'inspectrice Dubois avait été claire. Tout avertissement pourrait compromettre l'opération et pourrait donner à Léa le temps de détruire des preuves ou de fuir. Alors, je suis restée éveillée, fixant le plafond, et j'ai pensé aux signes que j'avais manqués au fil des années. Les incohérences dans les histoires de Léa sur son passé, la façon dont elle éludait les questions personnelles en changeant de sujet, son insistance à gérer toutes les questions financières, sa détermination à isoler Thomas de moi et des autres qui pourraient me voir à travers sa façade. J'avais attribué tout cela aux bizarreries de personnalité normale, aux tensions qui existent souvent entre belle-mère et belle-fille. J'avais trouvé des excuses, détourné le regard, tout au nom de garder la paix et de maintenir l'accès à mes petits-enfants. Jamais je n'avais envisagé que j'avais affaire à une arnaqueuse professionnelle. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné le sommeil et je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise à ma table de cuisine avec de vieux albums photos étalés devant moi. Des photos de Thomas bébé, de Thomas petit garçon, de Thomas adolescent dégingandé, des photos de Jacques et moi le jour de notre mariage,
tous les deux jeunes et remplis d'espoir pour l'avenir. Des photos de nous trois en famille avant que le cancer n'emporte Jacques et ne nous laisse Thomas et moi naviguer seuls dans la vie. Je me suis demandé ce que Jacques penserait de tout cela. Il avait toujours été le plus perspicace de nous deux dans notre relation, meilleur pour lire les vraies intentions des gens. Aurait-il vu à travers Léa dès le début? Aurait-il pu protéger notre fils de ce chagrin? Cela n'avait plus d'importance maintenant. Demain, ou plutôt aujourd'hui, tout changerait. La vérité éclaterait, et Thomas devrait lui faire face, tout comme j'avais fait face à la vérité, sur les sentiments de Léa envers moi au dîner de Noël. La vérité peut être douloureuse, mais c'est aussi le seul terrain solide sur lequel construire un avenir. Et c'est ce que j'essayais de faire maintenant. Construire un nouvel avenir pour ce qui restait de ma famille, même si cela signifiait démolir les illusions avec lesquelles nous avions vécu pendant des années. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était l'inspectrice Dubois. « On y va maintenant, Madame Blanc. Restez près de votre téléphone. Votre fils pourrait avoir besoin de vous bientôt. » 1 heure plus tard, Thomas a appelé. « Maman », sa voix tremblante et confuse. « Maman, Léa a été arrêtée. Ils disent qu'elle est recherchée pour fraude dans 3 régions. Ils disent qu'elle n'est même pas celle qu'on pensait. Ah, Thomas, je suis tellement désolée. Tu étais au courant? L'inspectrice a dit quelque chose à propos de toi, aidant leur enquête. Je ne l'ai appris que récemment. Je ne pouvais pas te le dire avant qu'ils aient ce dont ils avaient besoin. Je ne comprends pas. Rien de tout ça n'a de sens. Léa nous aime. Elle n'aurait pas pu. Elle ne pouvait pas avoir prévu de partir. Le déni dans sa voix m'a brisé le cœur. Il faudrait du temps pour qu'il accepte la vérité, pour qu'il voie toute l'étendue de la tromperie de Léa. « Où sont les enfants ?» ai-je demandé, la praticité prenant le dessus. « À l'école. » Je ne leur ai encore rien dit. Je ne sais pas quoi dire. « J'arrive, » ai-je dit, attrapant déjà mon sac. « On va s'en sortir ensemble. » Quand je suis arrivée chez eux, Thomas ressemblait à une coquille vide de lui-même, pâle, débraillé, les yeux rouges à cause du choc et de l'incrédulité. Il m'a laissé entrer sans un mot, puis s'est tenu au milieu du salon, l'air perdu dans sa propre maison. Ils l'ont emmené menotter, maman, devant les voisins. Il fouille la maison maintenant, cherchant des preuves. Effectivement, je pouvais voir des officiers de police se déplacer méthodiquement à travers les pièces, ouvrant des tiroirs, examinant des documents. L'inspectrice Dubois m'a expliqué une partie de tout ça, a continué Thomas en passant une main dans ses cheveux. Le vrai nom de Léa n'est même pas Léa Martin, c'est Alexia Perrin. Elle est recherchée en Provence et en Bretagne pour des combines similaires. Elle a été mariée avant 2 fois. Tu savais ça? Elle m'a dit que j'étais son premier mari. Chaque révélation semblait le frapper à nouveau. Chaque mensonge découvert. Un autre coup à sa compréhension des 8 dernières années. Elle a un autre appartement? A-t-il dit, sa voix creuse. Ici à Lyon, entièrement meublé, prêt à partir, et une voiture et de fausses pièces d'identité. Elle planifiait de nous quitter, maman? Elle allait tout prendre et juste disparaître. Je l'ai guidée vers le canapé et me suis assise à côté de lui, prenant sa main dans la mienne. C'était comme quand il était enfant et venait vers moi avec des genoux écorchés ou des sentiments blessés. Sauf que cette blessure allait bien plus profond que tout ce que je pouvais réparer avec un pansement ou un câlin. « Je me sens tellement stupide !» a-t-il murmuré. « Tellement aveugle. »« Comment n'ai-je pas vu? C'est une professionnelle, Thomas. C'est ce qu'elle fait. Elle trouve des gens bons avec des ressources et les exploite. Tu n'es pas le premier et tu n'aurais pas été le dernier si elle n'avait pas été attrapée. Mais 8 ans, maman. 8 ans de ma vie avec quelqu'un qui n'a jamais été réel. » Je ne savais pas quoi dire à cela. Il n'y avait aucun réconfort que je pouvais offrir qui ne sonnerait pas creux face à une telle trahison profonde. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? C'était la question la plus difficile de toutes. Comment dit-on aux enfants que leur mère, la personne en qui ils ont confiance et qu'ils ont aimé toute leur vie, n'est pas celle qu'ils pensaient? Qu'elle se préparait à les abandonner? Que toute leur vie de famille a été construite sur des fondations de mensonges? On trouvera un moyen, ai-je promis. Ensemble. L'inspectrice Dubois s'est approchée de nous, un dossier à la main. « Monsieur Blanc, nous avons trouvé des documents sur au moins 12 comptes sous différents noms, tous liés à votre femme. Nous avons également trouvé des preuves qu'elle planifiait de quitter le pays le mois prochain. Un billet aller simple pour Bali sous encore un autre nom. Barbara Collin. » Thomas a fermé les yeux,
absorbant ce nouveau coup. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» ai-je demandé. « Elle sera présentée au juge demain. Étant donné les multiples juridictions impliquées et le risque de fuite, je m'attends à ce qu'elle soit maintenue en détention provisoire. Ce sera une affaire complexe, mais avec les preuves que nous avons rassemblées, y compris votre assistance, Madame Blanc, nous avons un dossier très solide contre elle. » Après le départ de l'inspectrice, Thomas et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment. « Les enfants seront à la maison dans quelques heures, » a-t-il dit finalement. « Je dois me ressaisir avant. »« Tu veux que je reste pour aider à expliquer ?» Il a hoché la tête, la vulnérabilité écrite sur son visage. « S'il te plaît, je ne pense pas pouvoir faire ça seul. » À ce moment, quelque chose a changé entre nous. Un retour à la proximité que nous avions autrefois, avant que Léa ne se mette entre nous. Ce n'était pas un moment de célébration. Il n'y avait pas de triomphe à regarder le cœur de mon fils se briser, même si cela signifiait la fin de la manipulation de Léa. Mais il y avait une reconnaissance silencieuse que nous étions une famille, une vraie famille, et que nous ferions face à cette crise ensemble, tout comme nous avions fait face aux autres dans le passé. « Ils vont être dévastés », a dit Thomas en pensant à ses enfants. « Oui, » ai-je acquiescé, sans édulcorer la vérité. « Mais ils sont forts, Thomas. Ils tiennent ça de toi. Et ils nous ont, nous deux, pour les aider à traverser ça. » Pour la première fois depuis mon arrivée, l'expression de Thomas s'est légèrement adoucie. « Nous deux », a-t-il répété. « Je suis désolé, maman. Pour tout. Pour la façon dont je l'ai laissé se mettre entre nous, pour ne pas avoir vu ce qui se passait. »« Tu n'as rien à te reprocher, » lui ai-je dit. « Tu l'aimais. Tu lui faisais confiance. Ce n'est pas un défaut, Thomas. C'est ce qui fait de toi ce que tu es. » Alors que nous attendions que les enfants rentrent, j'ai préparé le déjeuner dans la cuisine qui avait été le lieu de ma confrontation avec Léa quelques jours auparavant seulement. Le même espace, mais tout avait changé. J'ai pensé à la tarte aux pommes, une si petite chose, et pourtant elle avait été le catalyseur de tout ce qui avait suivi. Si Léa l'avait simplement servi, si elle n'avait pas choisi ce moment pour affirmer sa domination, serions-nous ici maintenant? Ces combines auraient-elles continué sans être détectées pendant des mois ou des années de plus? Parfois, les plus petites actions ont les plus grandes conséquences. Un dessert caché avait conduit à une confrontation qui avait conduit à un appel à la police, qui avait conduit à une enquête, qui avait conduit au démantèlement d'une fraude élaborée qui s'étendait sur des années et plusieurs régions. Et maintenant, dans les décombres de toutes ces révélations, mon fils et moi retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. Le lendemain matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. « Thomas !» Sa voix tremblante et confuse. « Maman, Léa a été arrêtée. Ils disent qu'elle est recherchée pour fraude dans 3 régions. Ils disent qu'elle n'est même pas celle qu'on pensait. » Cet après-midi-là, assise dans mon appartement silencieux, avec une tasse de thé et ma tarte aux pommes, enfin servie à la bonne température, j'ai réfléchi à comment ma vie avait complètement changé en une semaine. Léa était en détention, faisant face à des accusations qui la tiendraient probablement éloignée de toute famille pendant très longtemps. Thomas était dévasté, mais commençait à comprendre l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime. Les enfants étaient confus, mais en sécurité, et apprenaient lentement que leur grand-mère avait aidé à les protéger de quelque chose qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre pleinement. Plus important encore, j'avais retrouvé ma dignité. J'avais arrêté d'être une victime et j'étais devenue quelqu'un qui refusait d'accepter un traitement inacceptable. À 67 ans, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Et parfois, la meilleure revanche est simplement de refuser d'être la victime de qui que ce soit, plus jamais. La comparution devant le juge a eu lieu par un froid matin de janvier, le ciel lourd de neige qui refusait de tomber. Je me suis assise dans la salle d'audience à côté de Thomas, tous deux tendus, alors que nous attendions que Léa ou Alexia ou qui qu'elle soit vraiment apparaissent. Les enfants étaient avec Sophie, ma voisine et amie. Nous avions décidé qu'ils ne devaient pas assister à cette partie du processus. On leur avait dit une version simplifiée de la vérité, que leur mère avait fait de mauvaises choses et qu'elle allait partir pendant un moment. Toute l'étendue de sa tromperie était trop pour qu'ils puissent tout assimiler d'un coup. Cela viendrait plus tard avec l'aide du docteur Marc Philippe, un psychologue pour enfants recommandé par l'inspectrice Dubois. Quand Léa a été conduite dans la salle d'audience menottée dans une combinaison orange, Thomas s'est raidi à côté de moi.
Elle semblait plus petite d'une certaine façon, dépouillée de ses vêtements de créateur et de son maquillage soigneusement appliqué. Ses yeux ont balayé la salle d'audience, s'arrêtant brièvement sur nous avec un sursaut de reconnaissance. Pendant un moment, son masque a glissé, et j'ai vu un calcul nu dans son expression avant qu'elle ne compose rapidement ses traits, en un air d'innocence blessée. « Veuillez vous lever !» a appelé l'huissier alors que le juge entrait. Les procédures légales se sont déroulées rapidement. Léa était accusée de multiples chefs de fraude, usurpation d'identité et détournement de fonds dans 3 régions. Le procureur a exposé l'ampleur de ces crimes. 2 mariages précédents terminés en ruine financière pour ses ex-maris, de multiples identités utilisées pour ouvrir des comptes de crédit, des entreprises escroquées à travers ses diverses positions de responsable de bureau. Monsieur le juge, la prévenue présente un risque de fuite extrême, a argumenté le procureur. Nous avons des preuves qu'elle planifiait de quitter le pays dans quelques semaines, abandonnant son mari actuel et ses enfants, et emportant des actifs substantiels. La main de Thomas a trouvé la mienne alors que ces mots étaient pas prononcés à haute voix, rendant réel ce que nous essayons de traiter depuis son arrestation. Le juge a refusé la mise en liberté sous caution, et Léa a été emmenée sans nous regarder. Alors qu'elle passait par la porte latérale, j'ai aperçu son profil, menton levé, épaules en arrière, ne montrant aucun remords ni honte pour ce qu'elle avait fait. Dehors, au tribunal, des journalistes attendaient avec des caméras et des micros. L'affaire avait attiré l'attention des médias, non seulement pour les accusations de fraude, mais pour l'angle d'intérêt humain, une mère planifiant d'abandonner sa famille. Une arnaque de plusieurs années révélée par une belle-mère perspicace. Monsieur Blanc, comment vous sentez-vous en apprenant que votre femme depuis 8 ans planifiait de vous quitter? Madame Blanc, avez-vous soupçonné votre belle-fille dès le début? Thomas s'est figé, submergé par le barrage de questions. Je me suis placée devant lui, le protégeant instinctivement de l'intrusion. Nous n'avons aucun commentaire pour l'instant, ai-je dit fermement. C'est une affaire familiale privée, et nous demandons que vous respectiez notre besoin d'intimité. L'inspectrice Dubois est apparue à nos côtés, nous aidant à naviguer à travers la foule jusqu'à une voiture qui attendait. Je suis désolée pour ça, a-t-elle dit une fois que nous étions en sécurité à l'intérieur. La presse a eu vent de l'histoire plus vite que nous ne l'attendions. Ce sera toujours comme ça? A demandé Thomas, sa voix creuse. Notre tragédie privée sera-t-elle un divertissement public? La frénésie va se calmer, l'a-t-elle assuré. Ces affaires attirent souvent l'attention au début, mais quelque chose d'autre fera les gros titres bientôt. Je n'en étais pas si sûre. Il y avait quelque chose de presque cinématographique dans la tromperie de Léa. Les identités multiples, l'arnaque élaborée à long terme, la mère de banlieue apparemment parfaite, révélée comme une fraudeuse calculatrice. Cela avait tous les éléments d'une histoire à sensation. Mais c'était un problème pour un autre jour. Pour l'instant, nous devions nous concentrer sur les défis immédiats, aider les enfants à comprendre ce qui se passait, sécuriser les finances de la famille et commencer le long processus de guérison de cette trahison. Nous avons gelé les comptes qu'elle avait ouverts sous de faux noms, nous a dit l'inspectrice Dubois pendant que nous conduisions, et nous travaillons à récupérer autant des fonds détournés que possible. Mais je dois vous prévenir, Monsieur Blanc, qu'une partie de l'argent pourrait être perdue pour de bon. Elle était très douée pour couvrir ses traces. Thomas a hoché la tête, fixant par la fenêtre les rues grises de Lyon. L'argent n'a pas d'importance, a-t-il dit doucement. Je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi nous? Pourquoi moi? 8 ans, c'est long pour prétendre aimer quelqu'un. L'inspectrice Dubois a échangé un regard avec moi dans le rétroviseur. Les escrocs comme Léa, Alexia, ils choisissent leur cible avec soin. Ils recherchent un certain trait, générosité, nature confiante, stabilité financière et souvent une perte ou une vulnérabilité récente qui rend quelqu'un ouvert à la connexion. J'ai pensé à quand Thomas avait rencontré Léa, juste 2 ans après son divorce douloureux d'avec sa première femme. Il avait été seul, blessé et remettant en question son jugement. La cible parfaite. Ils ont aussi tendance à isoler leurs victimes de la famille et des amis qui pourraient voir à travers la tromperie, a continué l'inspectrice Dubois. Madame Blanc, d'après ce que vous nous avez dit, elle était très efficace pour limiter votre accès à votre fils et vos petits-enfants. Oui, ai-je acquiescé, pensant à tous les anniversaires et fêtes manquées, à l'érosion graduelle de ma relation avec Thomas. Elle était très douée pour ça,
Mais elle ne comptait pas sur vous étant tout aussi persistante, a dit l'inspectrice avec une pointe d'admiration. La plupart des gens auraient abandonné, accepté la distance. Vous ne l'avez pas fait. Quand nous sommes arrivés à la maison de Thomas, j'ai été surprise de voir la voiture de Sophie dans l'allée. Elle est sortie alors que nous approchions, son expression sombre. Je pensais que tu restais chez toi avec les enfants, a dit Thomas, la confusion évidente dans sa voix. Il y a eu un développement, a répondu Sophie, ses yeux passant à l'inspectrice Dubois. Les enfants ont trouvé quelque chose en cherchant des goûters dans le bureau de Léa. L'inspectrice Dubois s'est redressée, instantanément alerte. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Sophie a fouillé dans son sac et en a sorti une clé USB. C'était caché dans un pot de protéines en poudre dans son tiroir de bureau. Étienne a trouvé ça bizarre et me l'a montré. Je n'ai pas regardé ce qu'il y a dessus, mais... L'inspectrice Dubois a pris le lecteur avec précaution, utilisant un mouchoir pour éviter de le contaminer avec des empreintes digitales. Cela pourrait être une preuve importante. Je dois l'emporter immédiatement. Où sont les enfants maintenant? Ai-je demandé, inquiète de ce qu'ils auraient pu découvrir d'autre. Ils sont avec mon mari chez nous, m'a assuré Sophie. Ils sont en sécurité, mais ils posent des questions. Des questions difficiles auxquelles je n'étais pas sûre de savoir comment répondre. Les épaules de Thomas se sont affaissées davantage. Quel genre de questions? Ils ont trouvé d'autres choses en plus de la clé USB. Des lettres adressées à quelqu'un nommé Barbara Collin. Des photos de passeports qui sont clairement Léa, mais avec des cheveux différents. Étienne a 16 ans, Jeanne. Il assemble les pièces et il est en colère. Vraiment en colère. J'ai fermé les yeux brièvement, sentant le poids de cette nouvelle complication. Nous avions espéré contrôler comment les enfants apprendraient la vraie nature de leur mère, amortir le choc avec une aide professionnelle. Maintenant, ils découvraient la vérité par eux-mêmes, de la façon la plus confuse et blessante possible. « Je dois aller les voir », a dit Thomas, se dirigeant déjà vers sa voiture. « Je viens avec toi », ai-je proposé, mais il a secoué la tête. « Non, maman, j'ai besoin de faire ça seule. Ils ont besoin de leur père maintenant. » Je l'ai regardé partir, l'inquiétude me rongeant l'estomac. Il avait raison, bien sûr. Les enfants avaient besoin que leur père soit fort, qu'il fournisse de la stabilité au milieu du chaos. Mais Thomas gérait son propre choc et sa propre trahison. Combien une personne pouvait-elle supporter? « Il va s'en sortir », a dit Sophie en posant une main sur mon bras. « Il est plus fort qu'il n'en a l'air. »« Je sais », ai-je répondu, bien que je n'en sois pas entièrement convaincue. Il a toujours été plus fort qu'il ne se donne de crédit. L'inspectrice Dubois examinait la clé USB, la retournant dans ses mains gantées. Cela pourrait être la percée dont nous avions besoin. Si elle contient des dossiers financiers ou de la correspondance liée à ces plans, cela pourrait renforcer considérablement le dossier. « Prenez tout ce dont vous avez besoin, » lui ai-je dit. « Assurez-vous juste qu'elle n'ait plus jamais la chance de faire du mal à quelqu'un d'autre comme elle a fait du mal à ma famille. » Après le départ de l'inspectrice avec la clé USB, Sophie et moi sommes entrés dans la maison. Elle semblait différente maintenant, moins comme une vitrine et plus comme ce qu'elle était, une scène de crime. Le décor d'une tromperie de plusieurs années qui avait failli détruire mon fils et mes petits-enfants. « Comment tu t'es retrouvée impliquée dans tout ça ?» a demandé Sophie alors que nous nous asseyions dans la cuisine. Le même espace où Léa m'avait révélé ses vrais sentiments quelques jours auparavant. Je lui ai tout raconté. La confrontation du dîner de Noël, l'appel à la police, mes soupçons et mes recherches, le contact inattendu de l'inspectrice Dubois et l'opération d'infiltration au café. « Mon Dieu, Jeanne !» a dit Sophie quand j'ai terminé. « C'est comme quelque chose d'un film. » « Et tu as fait tout ça à 67 ans. »« L'âge n'a rien à voir avec ça, » ai-je répondu. « Quand quelqu'un menace ta famille, tu fais ce qui doit être fait, peu importe ton âge. »« Quand même !» a-t-elle dit avec admiration dans la voix. Il a fallu du courage, un vrai courage. Je n'y avais pas pensé en termes de courage. J'avais fonctionné à l'instinct, au besoin primaire de protéger mon fils et mes petits-enfants du danger. Mais en repensant à la semaine passée, je suppose qu'il y avait eu des moments qui nécessitaient une certaine forme de bravoure, confronter Léa dans cette cuisine, accepter l'opération d'infiltration, m'asseoir dans cette salle d'audience aujourd'hui. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait, ai-je dit finalement. Sophie a souri, tendant la main à travers la table pour serrer la mienne. Non, Jeanne, tu as fait ce qu'une mère remarquable ferait. Il y a une différence.
Les jours suivant la comparution de Léa se sont brouillés ensemble dans une brume de réunions juridiques, d'enquêtes financières et de répliques émotionnelles. Thomas s'est installé temporairement dans mon appartement, incapable de rester dans la maison remplie de souvenirs de son mariage frauduleux. Les enfants partageaient leur temps entre la maison de Sophie et la mienne. Nos petits espaces soudain vivants avec le son de pas d'adolescents et de conversations murmurées. Étienne a pris la nouvelle le plus durement. À 16 ans, il comprenait assez pour ressentir tout le poids de la trahison. Sa colère se manifestait par de longs silences, interrompus occasionnellement par des rafales de questions auxquelles aucun de nous ne pouvait pleinement répondre. Est-ce qu'elle nous a jamais aimés du tout? A-t-il demandé un soir, alors que nous étions assis autour de ma table de cuisine mangeant une pizza, bien loin des repas élaborés faits maison de Léa. Est-ce que tout était faux depuis le début? Thomas m'a regardé, désemparé, non préparé pour une question aussi fondamentale. Je ne pense pas que quiconque puisse prétendre complètement pendant 8 ans, ai-je dit prudemment. Il doit y avoir eu des moments réels, des sentiments réels, même pour quelqu'un comme votre mère. Ce n'est pas ma mère, a dit Étienne catégoriquement. Plus maintenant. Zoé, à 14 ans, traitait son chagrin différemment. Elle s'accrochait à Thomas et à moi, comme si elle avait peur que nous puissions disparaître aussi. Son art, autrefois lumineux et optimiste, était devenu sombre et chaotique, des explosions abstraites de noir et de rouge qui en disaient long sur sa tourmente intérieure. Le docteur Philippe, le psychologue pour enfants, nous a assuré que ces réactions étaient normales dans les circonstances. Ils font leur deuil, a-t-il expliqué lors de notre réunion hebdomadaire. Pas seulement la perte de leur mère telle qu'ils la connaissaient, mais la perte de leur compréhension du monde comme un endroit sûr et prévisible. « Comment les aidons-nous » a demandé Thomas. Les cernes sous ses yeux témoignaient de ces nuits sans sommeil. En étant constants, en disant la vérité de façon appropriée à leur âge, en les rassurant qu'ils sont aimés, que ce qui s'est passé n'était pas leur faute et que vous n'allez nulle part. Des conseils simples, mais difficiles à suivre quand nos propres émotions étaient si à vif. Quand chaque jour apportait de nouvelles révélations sur l'étendue de la tromperie de Léa, la clé USB qu'Étienne avait trouvée s'est avérée être une mine d'or pour l'accusation. Elle contenait des dossiers détaillés de comptes sous divers noms, des copies de faux documents d'identité, et le plus troublant, un plan de sortie méticuleux qui incluait des méthodes pour liquider les actifs et transférer des fonds à l'étranger. Elle planifiait ça depuis au moins 1 an, nous a dit l'inspectrice Dubois lors d'une de ses visites maintenant régulières. Le niveau de détail est remarquable. Elle avait des plans de contingence pour tout, y compris quoi faire si vous découvriez ses préparatifs avant qu'elle ne soit prête à partir. « Ce qui était quoi » a demandé Thomas, une curiosité morbide évidente dans sa voix. L'inspectrice Dubois a hésité. « Monsieur Blanc, je ne suis pas sûre que cette information soit utile pour votre processus de guérison. »« J'ai besoin de savoir, » a-t-il insisté. Plus de secrets. Plus d'être gardé dans l'ignorance. Elle a soupiré. Elle avait un fichier intitulé « Levier émotionnel ». Il contenait des notes détaillées sur vos vulnérabilités, vos insécurités, même des scripts pour des conversations conçues pour vous faire douter de vos propres perceptions si vous deveniez soupçonneux. Le visage de Thomas est devenu blanc. Elle avait tout planifié. Chaque manipulation, chaque mensonge. « Oui, » a admis l'inspectrice Dubois. « Mais elle n'avait pas prévu l'intervention de votre mère. Ce n'était dans aucun de ses scénarios de contingence. » J'ai ressenti une sombre satisfaction à cela. Léa m'avait sous-estimée, m'avait rejetée comme une vieille femme qui pouvait être facilement marginalisée et contrôlée. Cela avait été son erreur fatale. Alors que janvier cédait la place à février, nous avons établi de nouvelles routines. Thomas a trouvé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de trahison. Les enfants sont retournés à l'école, soutenus par des conseillers qui comprenaient leur situation. J'ai transformé mon petit appartement en base pour notre famille fracturée. Apprenant à cuisiner pour 4 au lieu d'1, créant de l'espace pour les devoirs et les conversations privées, médiant les conflits quand les émotions s'échauffaient. À travers tout cela, j'ai maintenu un équilibre délicat, présente mais pas intrusive, soutenante mais pas contrôlante. J'étais déterminée à ne pas répéter le schéma de manipulation de Léa, même avec les meilleures intentions. « Tu es une merveille, maman ?» a dit Thomas un soir, alors que nous faisions la vaisselle côte à côte.
Comment arrives-tu à rester si forte à travers tout ça? Je ne suis pas toujours forte, ai-je admis. J'ai mes moments, généralement à 3 heures du matin quand personne ne regarde. Mais tu ne craques jamais devant nous, devant les enfants. Je lui ai passé une assiette dégoulinante à essuyer. C'est ce que font les mères, Thomas. On tient le coup quand ça compte. J'ai appris ça il y a longtemps quand ton père est mort et que j'ai dû être les 2 parents pour un garçon de 10 ans. Il a hoché la tête, se souvenant de ses jours difficiles. Tu ne m'as jamais laissé te voir pleurer à l'époque non plus. Oh, j'ai pleuré beaucoup. Juste pas là où tu pouvais me voir. Je lui ai souri. Et puis, je ne suis pas celle dont toute la vie a été retournée. C'est toi qui montres une vraie force ici. Je ne me sens pas fort, a-t-il avoué. La plupart des jours, j'ai l'impression de garder à peine la tête hors de l'eau. C'est tout ce qu'on peut faire parfois. Juste continuer à nager jusqu'à ce qu'on atteigne des eaux plus calmes. Le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée avec le nom de Thomas dessus. À l'intérieur se trouvait une date d'audience pour une procédure de divorce simplifiée en raison des circonstances extraordinaires. Apparemment, je peux demander le divorce pour motif de fraude sans la période d'attente normale, a expliqué Thomas après avoir appelé son avocat. Les preuves sont tellement accablantes que ça devrait être simple. C'est ce que tu veux? Il m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose d'aberrant. Quel choix ai-je? Rester mariée à une femme qui planifiait de me dépouiller et de disparaître? Une femme qui n'existe même pas? Je veux juste m'assurer que tu fais ça parce que c'est ce que tu veux, pas parce que c'est ce que tout le monde attend. L'expression de Thomas s'est adoucie. Je sais ce que tu dis, maman, et je l'apprécie. Mais oui, c'est ce que je veux. J'ai besoin de couper légalement les liens avec elle, qui qu'elle soit, pour mon bien et pour celui des enfants. Alors je te soutiendrai, quoi que tu aies besoin. Les procédures de divorce ont effectivement été simples, bien qu'émotionnellement déchirantes. Thomas s'est assis stoïquement pendant que le juge examinait les preuves, prenant des notes occasionnelles sur un bloc-notes juridique. Je me suis assise derrière lui, souhaitant pouvoir le protéger de cette humiliation finale. Quand c'était fini, quand le juge a accordé le divorce et que Thomas était légalement libéré de son mariage frauduleux, nous sommes sortis du tribunal dans une journée de février étonnamment douce. « Comment tu te sens » ai-je demandé alors que nous nous tenions sur les marches, clignant des yeux dans le soleil soudain. « Vide » a-t-il admis, mais aussi soulagé. Je pense que je peux enfin commencer à reconstruire sans cette connexion légale qui pèse sur moi. Un pas à la fois, lui ai-je rappelé. Il n'y a pas d'urgence. En fait, il y a une chose que j'ai prévu de faire depuis un moment, a dit Thomas, un soupçon de sa vieille détermination revenant dans sa voix. Je veux déménager, vendre la maison, repartir de zéro quelque part sans tous ces souvenirs. Es-tu sûr que c'est sage? Les enfants ont déjà perdu tellement de stabilité. J'en ai parlé avec eux. Ils ressentent la même chose. Cette maison, ce n'a jamais vraiment été notre foyer, maman. C'était un décor pour la performance de Léa. Chaque pièce, chaque meuble a été choisi pour faire avancer son récit. Je ne peux pas guérir là-bas. Aucun de nous ne le peut. En regardant la certitude dans ses yeux, je savais qu'il avait raison. Certains espaces deviennent trop contaminés par des souvenirs douloureux pour jamais se sentir à nouveau en sécurité. Où iras-tu? Je pensais au quartier près de chez toi, les Pins Dorés. Il y a un duplex à vendre là-bas. 3 chambres, un petit jardin, à distance de marche de ton appartement. Mon cœur a fait un bond. Ce serait charmant. Mais tu es sûr que tu veux être si près de ta vieille mère? Thomas a souri. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Le premier que j'avais vu depuis des semaines. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit. Ces dernières semaines m'ont rappelé ce à quoi ressemble une vraie famille, maman. Pas la façade parfaite que Léa avait créée, mais la connexion désordonnée, soutenante et honnête que nous avons. Je ne veux plus jamais perdre ça. J'ai refoulé des larmes. Tu ne le perdras pas, ai-je promis. Plus jamais. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu du centre de détention, où Léa était maintenue, en attendant le procès. Vous avez un appel à frais virés d'Alexia Perrin, une détenue au centre de détention de Lyon. Acceptez-vous les frais? Ma main a tremblé en appuyant sur un pour accepter. Que pouvait-elle possiblement vouloir de moi? Jean? Sa voix était plus petite que dans mon souvenir, dépouillée de son assurance habituelle. Merci d'avoir pris mon appel. Qu'est-ce que tu veux, Léa? Ou dois-je t'appeler Alexia? Léa, c'est bien. C'est le nom que j'ai utilisé le plus longtemps. Une pause. J'ai besoin de te voir.
Pourquoi accepterais-je ça? Parce que j'ai des informations sur des comptes que Thomas ne connaît pas, de l'argent que j'ai mis de côté. Il devrait aller aux enfants. Je ne l'ai pas cru une seconde, mais la curiosité a pris le dessus. Pourquoi me dire ça à moi? Pourquoi pas au procureur? Parce qu'il l'utiliserait contre moi. Ce n'est pas à propos de mon affaire, Jeanne. C'est pour arranger les choses pour Étienne et Zoé. Les noms de ses enfants dans sa bouche m'ont fait frissonner la peau. Après tout ce qu'elle avait fait, après ses plans pour les abandonner, elle osait prétendre se soucier de leur bien-être. Je vais y réfléchir, ai-je dit, peu disposée à m'engager. S'il te plaît, Jeanne, tu es la seule qui pourrait écouter. La seule qui comprend ce que c'est de tout faire pour la famille. La manipulation était si transparente que c'en était presque risible. Elle essayait de créer un parallèle entre nous, deux mères faisant tout le nécessaire pour leur famille. Comme si sa fraude systématique et mes efforts pour protéger mon fils étaient en quelque façon comparables. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé l'inspectrice Dubois. Elle veut vous rencontrer. L'inspectrice semblait sceptique. C'est inhabituel. Les accusés évitent normalement le contact avec les témoins contre eux. Elle prétend vouloir me parler d'argent caché pour les enfants. Je doute que ce soit sa vraie motivation. Cette femme est une manipulatrice de haut vol. Elle cherche peut-être des moyens de miner votre témoignage ou de recueillir des informations qu'elle peut utiliser pour sa défense. Alors vous pensez que je devrais refuser? Il y a eu une pause pensive. En fait, si vous êtes disposé, cela pourrait être une opportunité. On pourrait enregistrer la conversation avec votre consentement, bien sûr. Cela pourrait nous donner un aperçu de sa façon de penser, peut-être même conduire à des aveux qu'on pourrait utiliser au tribunal. Vous voulez que je porte un micro? Rien d'aussi dramatique, juste une visite enregistrée, ce qui est la procédure standard de toute façon. Mais vous seriez consciente du but à l'avance. J'ai considéré la proposition. L'idée de faire face à Léa à nouveau, d'écouter ses mensonges et ses manipulations, était profondément désagréable. Mais s'il y avait une chance que cela puisse renforcer le dossier contre elle, garantir qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne d'autre de la façon dont elle avait fait du mal à ma famille, je le ferai, ai-je décidé. Dites-moi ce dont vous avez besoin de moi. La rencontre a été arrangée pour le jour suivant. Un parloir au centre de détention avec une vitre entre nous et des téléphones pour communiquer. L'inspectrice Dubois m'a briefé à l'avance, me conseillant de laisser Léa parler la plupart du temps, d'exprimer de la curiosité à propos de ses revendications d'argent caché et d'éviter de montrer trop d'émotions. Elle se nourrit des réactions émotionnelles, m'a prévenue l'inspectrice. Restez calme, restez concentré et rappelez-vous que chaque mot est enregistré. Quand je suis entrée dans le parloir, Léa était déjà assise de l'autre côté de la vitre. La combinaison orange lavait son teint, et sans son maquillage habituel et ses cheveux coiffés, elle avait l'air plus âgée, plus ordinaire. Mais ses yeux étaient les mêmes, calculateurs, vigilants, ne manquant rien. Elle a souri quand elle m'a vue, une expression répétée de gratitude et de vulnérabilité qui n'atteignait pas ses yeux évaluateurs. « Jeanne, merci d'être venue. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. » Je me suis assise et j'ai pris le téléphone. « Tu as dit que tu avais des informations sur de l'argent pour les enfants. » Pas de plaisanterie, pas de prétention de civilité. Je n'étais pas là pour jouer ces jeux. Oui, elle s'est penchée en avant, baissant la voix, bien qu'il n'y ait pas besoin avec la vitre entre nous. Il y a un compte que Thomas ne connaît pas. Je l'ai ouvert pour les urgences, pour l'avenir des enfants. Il y a presque 30 000 € dessus. D'où vient cet argent, Léa? Elle a hésité. Est-ce que ça a de l'importance? Il est là, et il devrait aller à Étienne et Zoé. Ça a de l'importance s'il a été volé à mon fils, ou à moi, ou à n'importe qui d'autre que tu as escroqué au fil des années. Il n'a pas été volé? A-t-elle insisté, un tranchant s'insinuant dans sa voix. Il a été réalloué de notre compte joint. Oui, mais il était destiné aux enfants depuis le début. Tout comme tu étais destinée à être leur mère depuis le début. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les arrêter, tranchant d'accusation. Les yeux de Léa se sont rétrécis de façon fractionnaire, avant que son expression ne se lisse en un air de remords. Je mérite ça, je sais comment ça paraît, ce que je planifiais. Mais tu dois comprendre, Jeanne. Je n'ai jamais voulu faire de mal aux enfants. J'allais les faire venir une fois que je serais installée. C'est ce que tu te disais? Qu'abandonner ta famille et voler leur argent était d'une façon ou d'une autre pour leur bien? Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais, les choix que j'ai dû faire. Non, je ne comprends pas, ai-je acquiescé.
Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait passer 8 ans à élever des enfants pour ensuite planifier leur abandon Comme retourner un livre à la bibliothèque. Pendant un moment, le masque de Léa a glissé et j'ai aperçu une colère froide dans ses yeux avant qu'elle ne se recompose. J'essaie de faire ce qui est juste maintenant, a-t-elle dit, sa voix douce et persuasive. N'est-ce pas ce qui compte? Ces 30 000 € pourraient t'aider pour l'université, pour la thérapie, pour tout ce dont ils ont besoin pour guérir de cette situation. Et qu'est-ce que tu veux en retour, Léa? Parce que tu n'as jamais rien fait sans un angle, sans un bénéfice pour toi-même. Elle a hésité, et je savais que je l'avais prise en vérité. J'ai besoin d'un témoin de moralité, a-t-elle finalement admis. Quelqu'un pour dire au tribunal que j'étais une bonne mère, que malgré tout, je me souciais de mes enfants. Voilà la vraie raison de cette rencontre, de la soudaine préoccupation pour l'argent des enfants. Elle voulait que je mente pour elle, que j'aide à atténuer sa peine en témoignant de ses qualités maternelles. Tu veux que je me parjure? Ai-je dit platement. Ce ne serait pas du parjure, a-t-elle argumenté. Tu m'as vu avec les enfants. Tu sais que je prenais bien soin d'eux, qu'ils étaient en bonne santé et heureux. C'est tout ce que tu aurais besoin de dire. Et qu'en est-il du fait que tu planifiais de les abandonner? Que tu avais un billet aller simple pour Bali sous un autre nom? C'était compliqué. Un plan de contingence que je n'avais jamais pleinement l'intention d'utiliser. Un plan de contingence avec de fausses pièces d'identité, un appartement séparé et des instructions détaillées pour liquider les actifs. Ça ressemble à plus qu'un vague plan de secours, Léa. Elle a soupiré, s'adossant à sa chaise. Je vois que Thomas a été minutieux dans son briefing. J'aurais dû m'y attendre. Thomas ne sait pas que je suis ici, lui ai-je dit. C'était ma décision. La surprise a traversé son visage. Une vraie surprise, pas l'émotion fabriquée qu'elle affichait habituellement. Alors pourquoi es-tu venue? Pour comprendre, ai-je dit simplement. Pour te regarder dans les yeux et essayer de comprendre comment quelqu'un peut faire ce que tu as fait, pas seulement à Thomas, mais à ses enfants qui t'ont fait confiance, qui t'ont aimé. Léa m'a étudiée pendant un long moment, comme si elle me voyait clairement pour la première fois. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé, plus dure, plus froide, plus authentique que je ne l'avais jamais entendue. Tu veux la vérité, Jeanne? La réalité brute que personne ne veut entendre? L'amour est un luxe. La survie passe en premier, toujours. J'ai appris cette leçon tôt, et je l'ai bien apprise. Ça ne justifie pas. Je ne cherche pas de justification. Elle m'a coupé. Je réponds à ta question. Comment ai-je pu faire ce que j'ai fait? Parce que pour les gens comme moi, le monde n'est pas divisé entre bien et mal. Il est divisé entre prédateurs et proies. Et j'ai décidé, il y a longtemps, lequel je serais. L'honnêteté nue de sa réponse m'a glacée. Il n'y avait pas de remords dans sa voix, pas de soupçon de conflit moral, juste le calcul froid de quelqu'un qui voyait les autres comme des ressources à exploiter. Et Étienne et Zoé? Ai-je demandé. Ils n'étaient que des pions dans ton jeu? Quelque chose a clignoté dans ses yeux. Peut-être la chose la plus proche d'une émotion sincère que j'avais jamais vue d'elle. Les enfants étaient une complication inattendue. Je n'avais pas prévu de les avoir, mais une fois qu'ils sont nés, ils sont devenus partie du long jeu. Les enfants rendent un mariage plus légitime, plus durable. Ils créent de la confiance et de la stabilité. Ce sont des êtres humains, Léa. Pas des accessoires pour ta performance. Tout le monde est un accessoire dans la performance de quelqu'un d'autre, Jeanne. Certains d'entre nous sont juste plus honnêtes sur les rôles que nous jouons. J'ai secoué la tête, incapable d'accepter sa vision tordue du monde. Et quel rôle est-ce que je joue maintenant? Son sourire était froid. La belle-mère vertueuse, la protectrice de la famille. C'est un bon rôle pour toi, convaincant et satisfaisant. Tu arrives à être l'héroïne de cette histoire. Il n'y a pas de héros dans cette histoire, lui ai-je dit. Seulement des victimes et des auteurs. Et tu as rendu très clair lequel tu as choisi d'être. Je me suis levée, prête à mettre fin à cette conversation troublante. « Attends !» a dit Léa, pressant sa main contre la vitre. « Le conte. Tu ne veux pas les détails pour les enfants? S'il y a vraiment un conte, les enquêteurs le trouveront. Et s'il n'y en a pas, alors c'était juste une autre manipulation, un autre mensonge pour servir tes objectifs. Tu es plus intelligente que je ne t'ai accordé de crédit, a-t-elle admis, abandonnant toute prétention. Je t'ai sous-estimé depuis le début. C'était mon erreur. Ton erreur était de penser que la famille n'est qu'une transaction. L'ai-je corrigé?
que l'amour n'est qu'un outil pour obtenir ce que tu veux. Certains liens ne peuvent pas être simulés, Léa. Et ils ne peuvent pas être brisés par des gens comme toi. J'ai raccroché le téléphone et me suis tournée pour partir, sentant ses yeux sur mon dos alors que je m'éloignais. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien à voir, plus rien à comprendre sur Léa Martin ou Alexia Perrin, ou quel que soit le nom qu'elle choisissait de se donner. C'était une personne creuse jouant à être humaine, et j'avais gaspillé assez d'énergie à essayer de donner un sens à ses actions. Dehors du centre de détention, l'inspectrice Dubois m'attendait dans sa voiture. « C'était éclairant », a-t-elle dit alors que je glissais sur le siège passager. On n'obtient pas souvent des aveux aussi candides sur les motivations et les méthodes. Est-ce que ça aidera le dossier? Absolument. Ces déclarations sur voir les gens comme prédateurs et proies, sur les enfants faisant partie du long jeu, ça montre préméditation, calcul. Ça mine toute défense basée sur un mauvais jugement momentané ou le désespoir. J'ai hoché la tête, ressentant une sombre satisfaction. Au moins, quelque chose de bon était sorti de cette rencontre troublante. Elle a mentionné un compte avec 30 000 € pour les enfants, ai-je dit. C'est réel? On n'a encore rien trouvé de tel, mais on va vérifier. Cependant, basé sur ces autres tromperies, je ne serais pas surprise si c'était juste un appât pour te faire parler. C'est ce que je pensais. J'ai regardé par la fenêtre le paysage urbain qui passait, me sentant soudain épuisée. Pouvez-vous me ramener chez moi maintenant? Je pense que j'en ai eu assez de Léa Martin pour toute une vie. Le printemps est arrivé tôt à Lyon cette année-là, avec mars apportant une chaleur inattendue et une nouvelle croissance. Cela semblait approprié d'une certaine façon, une manifestation physique du renouveau qui se passait dans notre famille. Thomas avait complété l'achat du duplex au Pin Doré et était occupé à en faire un foyer pour lui et les enfants. J'aidais où je pouvais, offrant des conseils de décoration quand on me le demandait. Mais surtout, je restais en retrait et le regardais reprendre son indépendance, sa confiance. « Qu'est-ce que tu en penses, maman ?» a-t-il demandé un samedi, me montrant les chambres des enfants nouvellement peintes. Les murs d'Étienne étaient d'un bleu profond, ceux de Zoé d'un lavande doux. Leur choix, pas les siens ou les miens. Je pense qu'ils sont parfaits, ai-je dit honnêtement. Tu fais un travail merveilleux, Thomas. Je n'aurais pas pu faire quoi que ce soit de tout ça sans toi, a-t-il dit, passant un bras autour de mes épaules. Ton soutien, ta force, ça n'a été notre bouée de sauvetage ces derniers mois. C'est ce que fait la famille, lui ai-je dit, faisant écho aux mots que j'avais dit à Léa des mois auparavant dans sa cuisine. Mais avec un sens très différent maintenant. La vraie famille. Le procès était prévu pour fin avril, une perspective qui planait sur notre guérison comme un nuage d'orage à l'horizon. Thomas et moi serions tous deux requis pour témoigner, pour revivre les détails de la tromperie de Léa en audience publique. Nous le redoutions, mais reconnaissions aussi sa nécessité, pas seulement pour la justice, mais pour la clôture. Le docteur Philippe continuait de travailler avec Étienne et Zoé, les aidant à traiter leurs sentiments compliqués envers leur mère. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. La colère d'Étienne cédait graduellement la place à une sorte d'acceptation triste, tandis que les œuvres de Zoé commençaient lentement à incorporer des couleurs à nouveau. De petites touches de jaune et de vert parmi les teintes plus sombres. Ils font des progrès remarquables, nous a dit le docteur Philippe lors d'une séance conjointe fin mars. Leur résilience est extraordinaire. Mais récupéreront-ils vraiment? A demandé Thomas. C'était la question qui le hantait quotidiennement. Seront-ils un jour capables de faire confiance à nouveau? La confiance n'est pas un état fixe, Monsieur Blanc. C'est un muscle qui peut être reconstruit après une blessure, souvent plus fort qu'avant, parce qu'il est exercé avec plus de conscience. Vos enfants apprennent des leçons précieuses sur le discernement, sur la complexité de la nature humaine. Aussi douloureuse que cette expérience ait été, elle développe aussi des compétences qu'ils porteront tout au long de leur vie. Ces mots offraient du réconfort, un cadre pour comprendre comment du bon pourrait éventuellement émerger de ce traumatisme. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais graduellement avec le temps et un soutien continu. Un point lumineux inattendu dans nos vies était la pièce de théâtre de l'école de Zoé. Malgré tout ce qui s'était passé, elle a insisté pour jouer Dorothée dans Le Magicien d'Oz, canalisant ses émotions dans son jeu, avec une maturité remarquable. Le soir de la première, Thomas, Étienne et moi étions assis au premier rang, retenant notre souffle alors que le rideau se levait. Zoé se tenait au centre de la scène,
sa voix claire et forte alors qu'elle chantait au-delà de l'arc-en-ciel. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas et j'ai vu des larmes couler sur son visage. Pas des larmes de tristesse, mais de fierté et d'émerveillement devant le courage de sa fille. Après le spectacle, alors que nous attendions avec des fleurs devant les coulisses, Thomas s'est tourné vers moi. « Maman, je réfléchissais à quelque chose. Est-ce que tu envisagerais de venir vivre avec nous? Le duplex a plein de place, et t'avoir plus proche signifierait tellement pour nous tous. » L'offre m'a prise par surprise. « Thomas, tu es sûr? Tu viens juste de retrouver ton indépendance. Tu n'as pas besoin de ta vieille mère qui gêne ton style. D'abord, tu n'es pas vieille, » a-t-il dit fermement. Et deuxièmement, ce n'est pas une question de besoin. C'est une question de vouloir. On te veut avec nous comme partie de nos vies quotidiennes, pas juste en visite. Les enfants ont déjà approuvé l'idée avec enthousiasme, je dois ajouter. Mais mon appartement est trop petit et trop loin. Et puis, avec ce qui arrive, il n'avait pas besoin de spécifier le procès. Je pense qu'on s'en sortira tous mieux en y faisant face ensemble. J'ai considéré son offre, ressentant un mélange complexe d'émotions. Je valorisais mon indépendance, les routines tranquilles que j'avais établies dans mon propre espace. Mais je reconnaissais aussi le potentiel de guérison d'une plus grande proximité, de construire de nouveaux schémas familiaux ensemble. « Laisse-moi y réfléchir, » ai-je dit finalement. « C'est une grande décision. » Thomas a hoché la tête, respectant mon besoin de considération. « Bien sûr, pas de pression. L'offre reste ouverte quand tu seras prête. » Alors qu'avril approchait, apportant la date du procès plus près, je me suis retrouvée de plus en plus attirée par la proposition de Thomas. L'idée de rentrer seule dans mon appartement après des journées difficiles au tribunal, de traiter ses émotions dans l'isolement, devenait de moins en moins attrayante. Un soir, assise dans mon salon silencieux, à regarder de vieux albums photos, ma décision s'est cristallisée. Le passé était précieux, mais il était aussi fini. L'avenir, notre avenir en tant que famille, s'écrivait maintenant, et je voulais être une participante active dans cette histoire. Le lendemain matin, j'ai appelé Thomas. « À propos de ton offre, » ai-je dit sans préambule, « j'aimerais accepter si c'est toujours d'actualité. » Son soulagement était audible. « C'est absolument toujours d'actualité. » « Quand voudrais-tu emménager? » Avant le procès, ai-je décidé? Je pense qu'on aura tous besoin du soutien. Le déménagement a été étonnamment simple, mes possessions modestes s'intégrant facilement dans l'agencement spacieux du duplex. Étienne et Thomas ont porté les meubles, tandis que Zoé organisait mes livres et photographies avec une précision artistique. Le soir, ma nouvelle chambre se sentait familière, confortable, un mélange de vieux souvenirs et de nouveaux commencements. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour de la table du dîner dans notre maison partagée, j'ai regardé les 3 visages devant moi, Thomas, Étienne, Zoé, et j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. C'était ça la famille. Pas la perfection artificielle que Léa avait construite, mais quelque chose de réel et de durable. Quelque chose qui avait survécu à ses meilleurs efforts pour le détruire et qui en était sorti plus fort de l'épreuve. « Au nouveau commencement », a dit Thomas, levant son verre en un toast. « À la famille », ai-je ajouté, le cœur plein. « À Mamie Jeanne », ont fait chorus Étienne et Zoé, leur sourire sincère, bien qu'encore occasionnellement ombragé par le passé. Alors que nous trinquions ensemble, j'ai pensé au voyage qui nous avait amenés ici, de ce fatidique dîner de Noël à ce moment de célébration tranquille. Ça n'avait pas été un chemin facile, et il y avait encore des défis à venir, mais nous le parcourions ensemble. À 67 ans, j'avais appris que la famille n'est pas définie par le sang seul, ou par des documents légaux, ou par des réunions de fêtes parfaites, en apparence. Elle est définie par les gens qui restent à vos côtés quand le monde s'effondre, qui vous aident à ramasser les morceaux et à construire quelque chose de nouveau à partir des décombres. Et parfois, la famille que vous reconstruisez est plus forte que celle que vous avez perdue. Le tribunal se dressait imposant contre le ciel d'avril. Sa façade de pierre, un symbole des lourdes procédures, sur le point d'avoir lieu à l'intérieur. Thomas et moi sommes arrivés tôt, vêtus de nos tenues les plus professionnelles, un front uni contre la femme qui avait failli détruire notre famille. L'équipe du ministère public nous a rencontrés dans une salle de conférence pour passer en revue nos témoignages une dernière fois. La procureure principale, une femme aux yeux perçants nommée Héloïse Watkins, nous avait bien préparés au cours des dernières semaines,
mais elle voulait s'assurer que nous étions prêts pour les stratégies probables de la défense. Madame Blanc, ils vont essayer de vous dépeindre comme une belle-mère qui se mêle de tout avec une vendetta contre l'accusé, a-t-elle prévenu. Ils vont suggérer que vous avez fabriqué des préoccupations à propos de son passé parce que vous en vouliez à sa relation avec votre fils. J'ai hoché la tête, ayant anticipé cette approche. Je comprends. Monsieur Blanc, ils vont probablement suggérer que vous étiez au courant des activités financières de votre femme et que vous les approuviez, peut-être même que vous en avez bénéficié. Ils vont essayer de faire croire que vous prétendez l'ignorance maintenant pour éviter toute responsabilité potentielle. La mâchoire de Thomas s'est contractée, mais il est resté composé. Je suis préparé pour ça. La chose la plus importante est de rester calme et de s'en tenir aux faits, a souligné Héloïse. Ne les laissez pas provoquer des réactions émotionnelles et ne spéculez pas au-delà de ce que vous savez de première main. Nous avons pris nos places dans la salle d'audience alors qu'elle se remplissait d'observateurs, de membres des familles des autres victimes de Léa, de reporters couvrant l'affaire sensationnelle et de membres curieux du public attirés par la trame dramatique. Quand Léa a été conduite par les agents du tribunal, elle avait l'air remarquablement composée. Elle avait réussi à coiffer ses cheveux malgré sa détention. Et bien que ses vêtements soient simples, ils transmettaient une image calculée de respectabilité. Ses yeux ont balayé la salle d'audience, s'attardant brièvement sur Thomas, avant de passer sans reconnaissance. Le procès a commencé par les déclarations d'ouverture. L'accusation exposant la fraude étendue que Léa avait perpétrée à travers plusieurs régions et relations. Les preuves montreront que l'accusée, connue diversement sous les noms d'Alexia Perrin, Léa Martin et maintenant Léa Blanc, s'est engagée dans un schéma systématique de tromperie s'étendant sur plus d'une décennie, a dit Héloïse au jury. Ce n'est pas un cas de désespoir financier ou de mauvais jugement momentané. C'est un stratagème calculé à long terme pour escroquer plusieurs victimes de leurs actifs et de leur sécurité émotionnelle. La défense a répondu avec un récit de Léa comme survivante de traumatismes d'enfance, forcée de s'adapter à des circonstances difficiles par des méthodes regrettables mais compréhensibles. Les actions de Madame Perrin, bien que juridiquement problématiques, doivent être vues à travers le prisme de son enfance en famille d'accueil, où la stabilité n'était jamais garantie et l'autonomie était la seule constante, a argumenté son avocat. Elle a créé la sécurité de la seule façon qu'elle connaissait. J'ai observé les visages des jurés alors qu'ils absorbaient ces récits concurrents, essayant de jauger quelle version résonnait le plus fortement. Certains semblaient sceptiques de la représentation de la défense, tandis que d'autres montraient des lueurs de sympathie à la mention de familles d'accueil et d'instabilité d'enfance. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement au cours des 3 jours suivants, construisant une image complète des activités de Léa à travers des documents financiers, des témoignages de témoins et des preuves médico-légales. D'anciennes victimes de Provence et de Bretagne ont témoigné par vidéoconférence. Leurs histoires étrangement similaires à celles de Thomas, des relations construites sur de fausses prémices, une exploitation financière graduelle et des préparatifs pour un abandon soudain. Quand mon tour de témoigner est venu, j'ai pris la barre avec un mélange d'appréhension et de détermination. Héloïse m'a guidée soigneusement à travers mon témoignage, établissant le schéma d'isolement que j'avais vécu, le soutien financier que j'avais fourni et la confrontation à Noël qui avait éveillé mes soupçons. Madame Blanc, qu'est-ce qui vous a fait décider de faire des recherches sur le passé de l'accusé après l'incident du dîner de Noël? A demandé Héloïse. Ce n'était pas juste ce qu'elle m'a dit, ai-je expliqué. C'était la discordance entre ses affirmations de difficultés financières et ce que j'observais, des vêtements de créateur, des meubles coûteux, un style de vie qui ne correspondait pas au récit qu'elle présentait pour demander de l'argent. Et qu'avez-vous découvert dans vos recherches? J'ai trouvé des archives judiciaires indiquant que quelqu'un correspondant à sa description nommé Léa Martin avait été poursuivi pour détournement de fonds par un ancien employeur. L'affaire avait été réglée à l'amiable peu avant qu'elle ne rencontre mon fils. L'avocat de la défense de Léa, un homme aux traits acérés nommé Richard Bernard, s'est approché pour le contre-interrogatoire avec une confiance prédatrice. « Madame Blanc, n'est-il pas vrai que vous en vouliez à l'influence de votre belle-fille sur votre fils? » J'en voulais au fait d'être systématiquement exclu des événements familiaux, oui. Mais je n'avais aucun problème avec son influence,
jusqu'à ce que je réalise que cette influence était basée sur la manipulation et les mensonges. Et pourtant, vous avez pris sur vous d'enquêter sur son passé, de déterrer des détails de sa vie antérieure. N'est-ce pas une action inhabituelle pour une belle-mère? C'est devenu nécessaire quand j'ai réalisé qu'elle exploitait mon fils financièrement et émotionnellement. Nécessaire, a-t-il répété avec un scepticisme exagéré. Ou peut-être était-ce satisfaisant de trouver quelque chose que vous pourriez utiliser contre une femme que vous n'aimiez déjà pas? Objection, a appelé Héloïse. Argumentatif. Retenu, a statué le juge. Bernard a ajusté son approche. Madame Blanc, vous avez témoigné que vous avez fourni un soutien financier significatif à la famille de votre fils au fil des ans. N'est-il pas possible que vous vous sentiez en droit d'avoir plus de contrôle sur leur vie à cause de ce soutien? Je n'ai jamais considéré mon aide financière comme achetant du contrôle, ai-je répondu calmement. J'offrais de l'assistance parce que j'aimais mon fils et mes petits-enfants et que je voulais les aider dans les moments difficiles. Ce à quoi je m'opposais, c'était de découvrir que ces moments difficiles étaient largement fabriqués pour m'extorquer de l'argent. L'interrogatoire a continué pendant près de 2 heures. Bernard essayant divers angles pour miner ma crédibilité ou suggérer des motifs cachés. À travers tout cela, j'ai maintenu mon calme, répondant honnêtement et directement, refusant d'être provoqué en colère ou sur la défensive. Quand j'ai finalement été libérée, Thomas a serré ma main alors que je retournais à ma place. « Tu étais incroyable, maman », a-t-il murmuré. Le témoignage de Thomas le jour suivant a été tout aussi puissant. Il a détaillé le processus graduel par lequel Léa avait pris le contrôle de leurs finances, l'avait isolé de ses amis et de sa famille, et avait créé des urgences qui nécessitaient des fonds supplémentaires de moi. La défense a essayé de suggérer qu'il avait été complice de ces combines, mais son choc et sa dévastation sincère étaient évidents pour tout le monde dans la salle d'audience. Le dernier témoin de l'accusation était l'inspectrice Dubois, qui a fourni une vue d'ensemble complète de l'enquête, y compris la conversation enregistrée du centre de détention où Léa avait parlé de voir les gens comme prédateurs et proies et les enfants comme partie du long jeu. Le dossier de la défense était bref en comparaison, se concentrant principalement sur des témoins de moralité qui ont témoigné de l'implication de Léa dans les activités scolaires et les événements communautaires. Ils ont présenté un psychologue qui a parlé des effets à long terme de l'instabilité de l'enfance, suggérant que le comportement de Léa découlait de mécanismes de survie profondément enracinés plutôt que d'une intention malveillante. Léa elle-même a témoigné le dernier jour, présentant une image soigneusement élaborée de remords et de prise de conscience. « Je reconnais que mes actions ont causé une douleur énorme », a-t-elle dit au jury, sa voix modulée pour transmettre la sincérité. « J'ai eu le temps de réfléchir en détention, de comprendre le mal que j'ai fait à Thomas, aux enfants, à Jeanne. Je peux seulement dire que j'opérais depuis un lieu de peur. Peur de l'abandon, peur de l'insécurité, peur de retourner à la pauvreté de mon enfance. » J'ai regardé sa performance avec une fascination détachée. Elle était bonne, extraordinairement bonne à projeter exactement les émotions qui serviraient son objectif. Si je n'avais pas vu derrière son masque à Noël, si je n'avais pas entendu son évaluation froide des relations humaines au centre de détention, j'aurais presque pu la croire. Mais le jury avait aussi entendu les enregistrements. Ils avaient vu les plans méticuleux d'abandon, les identités multiples, la tromperie systématique s'étendant sur des années et plusieurs régions. Ils avaient entendu d'autres victimes dont les vies elle avait bouleversées avec des combines similaires. Après 3 heures de délibération, ils sont revenus avec un verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le visage de Léa est resté remarquablement composé alors que le verdict était lu, bien que j'ai aperçu un éclair de calcul dans ses yeux, planifiant déjà des appels peut-être, ou considérant comment manipuler le processus de détermination de la peine à son avantage. Le juge a fixé le prononcé de la sentence pour le mois suivant, et Léa a été emmenée, maintenant toujours sa dignité même dans la défaite. Dehors du tribunal, Thomas se tenait clignant des yeux dans le soleil printanier lumineux, comme s'il émergeait d'une longue obscurité. « C'est fini », a-t-il dit doucement. « Vraiment fini ? Le procès est fini », ai-je corrigé doucement. La guérison continue. Il a hoché la tête, comprenant la distinction. « Rentrons à la maison, maman. Les enfants vont attendre pour avoir des nouvelles. » Alors que nous partions du tribunal, j'ai senti un poids se lever, pas complètement, mais notablement.
Justice avait été rendue, non seulement pour notre famille, mais pour toutes les victimes de Léa. Elle ferait face aux conséquences de ses actions, peut-être pour la première fois de sa vie. Mais plus important que le verdict était la connaissance que nous avions survécu à elle. Nous avions fait face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et nous en étions sortis plus forts. Nous avions reconstruit notre famille sur une fondation d'honnêteté et de soutien mutuel, plutôt que de manipulation et de contrôle. À la maison, Étienne et Zoé attendaient anxieusement, ayant choisi de ne pas assister à la lecture du verdict. Quand nous leur avons dit le résultat, leur réaction était un soulagement atténué mêlé de tristesse persistante. Ce n'était pas une fin de film hollywoodien avec des acclamations et des célébrations, mais une reconnaissance silencieuse qu'un chapitre s'était fermé, permettant à un autre de commencer. Ce soir-là, alors que nous quatre étions assis sur le porche à regarder le coucher de soleil, Zoé a posé la question qui était restée dans tous nos esprits. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a-t-elle dit, son jeune visage sérieux dans la lumière déclinante. « Maintenant, on continue », a répondu Thomas, passant un bras autour de ses épaules. « On continue à construire notre vie ensemble, un jour à la fois. »« Tu penses qu'elle changera un jour ?» a demandé Étienne, sa voix neutre, demandant de l'information plutôt que du réconfort. « Maman, Léa, je veux dire. » J'ai considéré sa question soigneusement, voulant être honnête sans détruire l'espoir entièrement. « Les gens peuvent changer, Étienne. Mais ils doivent le vouloir, et ils doivent d'abord faire face à la vérité sur eux-mêmes. » C'est la partie la plus difficile. Il a hoché la tête, absorbant cette réponse avec la réflexion qui s'était intensifiée depuis l'arrestation de sa mère. Je ne suis pas sûre qu'elle sache comment voir la vérité, Annie-Mort. C'est comme si elle jouait un rôle depuis si longtemps qu'elle a oublié qui elle est vraiment. L'intuition était saisissante venant d'un jeune de 16 ans, pourtant profondément exacte. Léa était devenue si adepte à créer et habiter de fausses personnalités que son moi authentique, si une telle chose existait encore, avait été enterré sous des couches de performance et de calcul. C'est une observation perspicace, lui ai-je dit, et un bon rappel de pourquoi l'honnêteté compte même quand c'est difficile. Être fidèle à soi-même et aux autres, c'est comme ça qu'on maintient son identité profonde. « C'est pour ça que tu l'as confronté à Noël ?» m'a demandé Zoé. « Parce que l'honnêteté compte ?» En partie, ai-je admis, mais aussi parce que je vous aime tous trop pour prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Parfois l'amour signifie dire des vérités inconfortables. Thomas a levé son verre dans un petit salut. Aux vérités inconfortables, alors. Et à la femme assez courageuse pour les dire, même quand personne ne voulait écouter. Alors que l'obscurité tombait autour de nous, j'ai regardé ces 3 personnes qui étaient devenues le centre de mon monde. Mon fils retrouvant sa force. Mes petits-enfants naviguant le chemin complexe vers l'âge adulte avec une résilience remarquable. J'ai pensé au voyage que nous avions fait ensemble, de cette confrontation dans la cuisine de Léa à ce moment de compagnie tranquille. À 67 ans, j'avais appris que se défendre ne concerne pas seulement le respect de soi. C'est créer de l'espace pour que des relations authentiques puissent s'épanouir. C'est montrer à la prochaine génération qu'elle mérite d'être traitée avec dignité et honnêteté. C'est reconnaître que la vraie famille soutient plutôt qu'elle n'exploite, élève plutôt qu'elle ne diminue. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser de participer aux illusions que d'autres créent, d'insister sur la réalité, aussi inconfortable soit-elle, plutôt que sur des mensonges réconfortants. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de nous, j'ai senti un profond contentement s'installer dans mon cœur. Pas parce que tout était parfait, ça ne l'était pas, et ne le serait peut-être jamais, mais parce que tout était réel. Et dans cette réalité, nous avions trouvé notre chemin de retour l'un vers l'autre. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se défendre et défendre sa famille.